Ces 5 dernières années, des centaines de chaînes YouTube ont décollé grâce à Sylvain. Ancien ingénieur et présent sur YouTube depuis 15 ans, il a utilisé ses méthodes analytiques sur la plateforme pour comprendre en détail tous les mécanismes de viralité de YouTube. Et ce, même sur les sujets les plus boring comme la comptabilité ou les impôts. Actuellement en route pour atteindre le million de chiffre d'affaires avec sa boîte VideoBiz, son expertise est de plus en plus demandée. Dans cet épisode, vous trouverez les réponses à toutes les questions que l'on se pose lorsqu'on veut fonctionner sur YouTube. Sylvain Lepoutre dans Solocrea, c'est parti. Bonjour Sylvain. Salut Adam. Bienvenue sur Solocrea, je suis très content de te recevoir. Sylvain, tu es YouTube stratégiste. Donc c'est un nouveau métier qui a émergé ces dernières années, qui est assez démocratisé aux États-Unis déjà, mais qui commence à l'être aussi en France. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui s'arment, qui se font accompagner par un ou plusieurs YouTube stratégistes, comme toi ou d'autres. L'objectif d'un YouTube stratégiste, c'est d'optimiser la performance et la viralité, on va dire, des vidéos YouTube d'un créateur ou d'une chaîne donnée. En travaillant et en optimisant tout ce qui va être idée de vidéo, les titres et les miniatures évidemment, et des indicateurs clés comme le watch time, en rédigeant peut-être de meilleurs scripts, etc., retenir l'attention du viewer, tout ça c'est des problématiques que va traiter un YouTube stratégiste. Ça reste, je pense, assez vague pour beaucoup de personnes. C'est très niche. Aujourd'hui, du coup, vous l'avez compris, on va parler de YouTube et de ses rouages. Et mon objectif, du coup, avec cet épisode, ce sera d'en ressortir meilleur sur la plateforme à titre personnel. Et j'espère que ce sera valable pour vous aussi qui nous regardez ou nous écoutez. Carrément, on va geeker comme des malades sur l'algo de YouTube. Donc Sylvain, tu as 2 chaînes YouTube, ouais. Et une entreprise aujourd'hui qui s'appelle VideoBiz et qui propose du coup des services notamment de conseils en stratégie YouTube. Est-ce que tu peux m'expliquer comment t'en es venu à avoir déjà 2 chaînes YouTube à titre personnel et d'avoir ta propre entreprise finalement qui est, si je me trompe pas, la première dans le domaine en France en tout cas. T'as fait pas mal de choses avant, t'as pas mal d'expérience, donc raconte-moi un peu comment t'en es arrivé là. Pour l'anecdote, j'ai plus d'une dizaine de chaînes YouTube en fait qui ont été créées dans l'histoire, mais qui ont été beaucoup de tests et beaucoup qui sont mortes ensuite. Mais voilà, il y a un petit jeu de piste pour les gens qui suivent mes chaînes d'essayer de retrouver les 10 en question. Ouais, moi je suis ingénieur au départ, et pendant mes études d'ingénieur, ils ont identifié entre guillemets dans l'école que j'étais plutôt doué pour tout ce qui était analyse synthèse. Donc gestion de projets très complexes, pas forcément ma came, mais collecter énormément d'infos et essayer de synthétiser ça pour vulgariser un petit peu ce qu'il en ressort et voilà, de toutes ces infos, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, là où il faut mettre le doigt et tout. Donc forcément, ça colle plutôt pas mal au fait d'analyser des data YouTube et d'en tirer des conclusions derrière. Mais t'étais pas forcément sur Internet en tant qu'ingé? Non, pas du tout. Dans l'industrie. Voilà, conception de produits, innovation, c'était vraiment mon domaine. J'ai d'ailleurs appris en école d'ingé à faire de la créativité. Je pensais que j'étais pas du tout créatif. Et j'ai appris des méthodes et que j'utilise tous les jours aujourd'hui pour résoudre des problèmes, soit dans ma boîte, soit pour des clients. Donc ça, c'est assez cool aussi. Et donc, dans le parcours, globalement, j'ai bossé dans quelques boîtes à la R&D et puis aux études. Moi, j'ai 41 ans, donc ça fait un petit moment que je suis sur le marché du travail, on va dire. Mais toujours avec l'envie de monter ma boîte un jour. Donc, j'ai bossé dans des petites boîtes pour essayer de toucher un peu à tous les métiers. D'abord dans le milieu des listes d'hippodromes, donc tu vois les barrières blanches qui au bord des hippodromes, c'est le leader mondial de ça. Tu vois, donc il fallait développer des nouveaux produits et tout. Et ensuite dans le domaine de la fontainerie, donc les fontaines, les jets d'eau et tout ça, donc aux études, et développer des nouveaux effets d'eau, des trucs comme ça. Déjà des grands écarts sur les industries auxquelles tu touchais, mais toujours en tant qu'ingé à chaque fois, on va dire data un peu analyste ou autre. Ouais, en tant qu'ingé, et tout ça a un peu basculé quand on est parti avec ma femme aux États-Unis. On a habité à Los Angeles pendant 3 ans, et là-bas, j'ai pas trouvé de boulot. C'était la crise des subprimes en 2009. Et du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour lancer mes projets entrepreneuriaux. Et donc, sur la fin du moment où on était aux États-Unis, on va dire sur les 6 derniers mois, j'ai commencé à développer un Steadicam, un petit stabilisateur de caméra mécanique à l'époque, sur la base d'un tuto YouTube d'ailleurs au départ. Et l'idée, c'était de faire le premier Steadicam abordable, parce qu'à l'époque, on était à la GoPro 2. Tout le monde commençait à utiliser des GoPro pour se filmer dans le quotidien et tout, sauf qu'il y avait zéro stabilisation, ça tremblait de partout. Fallait vendre un rein pour... Ouais, voilà, c'est ça. Et la GoPro, elle coûtait genre $250, et le premier Steadicam, il coûtait $900. Ça n'avait pas de sens, tu vois. Donc j'ai fait un financement participatif. J'ai rencontré des gens d'ailleurs là-bas qui avaient un machine shop pour, toutes les machines pour fabriquer des trucs. Et donc c'était ma première vraie aventure entrepreneuriale, on va dire ça comme ça, que j'ai ramené en Europe ensuite quand on allait habiter aux Pays-Bas. Et ensuite, à ce moment-là, les Chinois sont arrivés avec plein de Steadicam vraiment pas chers et bien mieux foutus que le mien en réalité. Et à ce moment-là, donc, j'ai commencé à m'intéresser à la photo et j'ai lancé ma première chaîne YouTube sur la photo, première vraie aventure YouTube, parce qu'avant je faisais des petites vidéos pour ma boîte, du coup, ma boîte de Steadicam. Mais c'était, je faisais toutes les erreurs possibles et imaginables des boîtes, quoi, en fait. Et donc la chaîne photo, je l'ai lancée déjà par passion parce que je commençais à m'y intéresser. Et surtout, je l'ai fait parce que j'avais la flemme d'écrire.
À l'époque, tout le monde faisait des blogs. Il y avait genre, je crois qu'on était une chaîne YouTube sur la photo qui existait en France à ce moment-là. C'est quelle année? Parce que aujourd'hui, ça paraît fou. 2011. Fin 2011. Ouais, vraiment le tout début. Donc 2011, Cyprien, il est au début aussi encore. Ouais, il commençait à migrer de Dailymotion à YouTube, quoi, ouais, en gros, les gros créateurs. Mais du coup, il y a eu effectivement un avantage à être présent sur YouTube sur une thématique un peu avant tout le monde, on va dire. On était 3-4 à s'être lancés à ce moment-là. Et c'est marrant après d'observer qu'il y a des vagues successives quand tu es sur une petite niche, la photographie. Il y a eu la vague ensuite des mini Peter McKinnon. Enfin voilà, il y a plein de petites vagues, c'est assez marrant. Et c'est assez rigolo aussi de voir comment tu peux survivre à ça. Donc comment tu peux adapter ta stratégie sur le long terme, parce qu'évidemment, ce qui marchait en 2011 ne marchait plus en 2015, ni en 2020, ni en 2025. Donc c'est assez cool. Et donc la chaîne existe toujours aujourd'hui, elle s'appelle Mon Petit Réflexe. Il faut que je change de nom un jour d'ailleurs. Elle a quoi, 75 000 abonnés à peu près. Et je fais assez peu de vidéos dessus. Je les fais quand j'ai des sponsors ou quand je veux mettre en avant le voyage photo que je fais une fois par an. Donc voilà, c'est aussi un labo de test d'ailleurs. Par exemple, c'est là que je teste les monteurs pour ma boîte. J'ai un format de sortie photo qui est une galère à monter parce que tu as 70 plans filmés avec une caméra 360, avec un smartphone, avec un son dégueulasse, plus du facecam dans le studio, etc. C'est l'épreuve du feu. Je balance tout ça, je lui dis raconte-moi une histoire avec ça, et s'il y arrive, en général, c'est que c'est un bon monteur. Donc ouais, en général, c'est effectivement l'épreuve du feu. Voilà, donc cette chaîne, c'est pour le plaisir, et voilà, mais c'était une super aventure. Parce que ça m'a permis de me rendre compte que déjà, tu peux rentrer dans un milieu qui n'était pas ouvert au départ, le milieu des marques de photographie, et Canon, Nikon et compagnie. Tu peux aller au salon de la photo et être une superstar. Tu te fais arrêter tous les 3 mètres, alors que dans la rue, personne ne te connaît. Tu vois, mais dans ce milieu-là, tu es connu. Donc c'est cette espèce de micro-star system que permet YouTube, par exemple. Tu peux apprendre beaucoup plus vite ton sujet parce que en fait, tu as plein de feedback, tu as plein de gens qui disent que tu racontes des conneries dans les commentaires, du coup tu te remets en question, tu dois préparer les sujets de vidéo, donc tu vas faire des tests, etc. Donc cette aventure en fait est super cool. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai voulu voir si je pouvais vivre de cette chaîne. J'ai testé tous les modèles économiques possibles, on va dire la financement par la communauté, essayer de faire plein de vues pour avoir de l'AdSense, essayer les sponsors, les voyages photos, les formations, etc. Les formations, je voulais pas trop faire parce que je me sentais pas à l'aise là-dedans. Parce qu'on est vraiment sur une chaîne très build-in public où je partais de zéro, quoi. Même si je sais que c'est à peu près le seul modèle économique qui tient la route pour les chaînes photo, en fait, en réalité. Ou bien faire des stages photo, mais avec ma famille, c'était pas forcément l'idéal de tout le temps parti. Voilà. Donc, en gros, une fois que j'ai testé tout ça, je me suis rendu compte que ça allait être un side project et que mon vrai projet, je voulais que ce soit Le Coin des youtubeurs, qui est donc la 2e chaîne que j'ai créée quelques années après. En quelle année, du coup Je crois que c'est 2007, Le Coin des youtubeurs, si je dis pas de bêtises. Non, pardon. 2017. 2017, ouais, oui. 2017, ouf. Et donc, l'idée du Coin des youtubeurs, c'était un projet pro dès le départ. Je l'ai pas caché du tout. L'idée, c'était de dire, je commence à m'intéresser à fond à tout ce qui est algorithme, data YouTube, YouTube Studio, etc. Et je voulais du coup aider les créateurs. Je voyais plein de créateurs passionnés qui avaient des petites communautés, qui n'arrivaient pas trop à se tirer un revenu, etc. Je voulais les aider déjà à minimum se tirer suffisamment de revenus pour qu'ils gardent la motivation de continuer. Et pour certains, éventuellement, que ce soit suffisamment important pour qu'ils quittent leur job et qu'ils deviennent créateurs à temps plein, quoi. Donc ça, c'était la mission de départ et qui est toujours un peu la même chez VideoBiz en réalité, parce que VideoBiz découle de ça. Et donc, j'ai forcément beaucoup parlé de data, beaucoup parlé d'algorithmes au début de ma chaîne. Et donc, naturellement, beaucoup de créateurs sont arrivés en me disant est-ce que tu peux analyser ma chaîne et me dire ce que je fais bien, ce que je fais pas bien. Et c'est là où j'ai commencé à proposer des audits de chaîne YouTube, qui est, on va dire, un process un peu fat, un peu bien complet quand même. En gros, le rendu d'un audit, c'est 3 heures à peu près. Pour donner un peu une idée, pour faire tout le tour de, en gros, ce que disent les analytics de ta chaîne. Et où sont tes points forts, tes points faibles, là où tu dois t'améliorer, là où tu dois t'entourer, etc. Et donc ça fait une petite dizaine d'années que j'en fais. Et ensuite, beaucoup de personnes à la fin de l'audit disaient putain, trop bien, super, je sais où je veux aller, je sais quoi faire, mais tu peux m'aider à le faire? Je dis non, tu te débrouilles. Et donc, à force que les gens me le demandent, je me suis dit ok, c'est peut-être le moment de lancer une agence et de commencer à m'entourer de monteurs, de former d'autres stratégistes pour faire la même chose, voire mieux que ce que je peux faire moi, parce qu'on a des profils assez différents, des media makers, des scriptwriters, enfin un peu toute la ribambelle de métiers qui tournent autour de YouTube et que tu reçois dans ce super podcast. Pour l'anecdote, Sylvain m'a dit en off juste avant qu'il avait beaucoup aimé plusieurs des podcasts qui sont sortis du coup avant le tien. J'ai dévoré tout ça. Donc ça me fait extrêmement plaisir du coup venant de quelqu'un comme toi.
Petite pause, extrêmement rapide, juste pour te parler de notre plateforme Web Talent, qui permet aux freelances des réseaux de mettre leur profil et leur portfolio en avant auprès des créateurs de contenu. Donc si tu es monteur vidéo, graphiste, auteur ou n'importe quel autre métier qui a les créateurs comme clients finalement, tu peux voir les offres de recrutement qui sont live actuellement sur la plateforme et t'inscrire en 2 clics si tu le souhaites, via le lien en description. C'est complètement gratuit, j'espère que ça t'aidera à trouver de nouveaux clients, et si tu es créateur ou créatrice, j'espère que ça te permettra de recruter la future pépite de ton équipe. Merci beaucoup et retour tout de suite à la vidéo. Est-ce que tu peux me citer un peu les profils de clients que tu as du coup aujourd'hui sur VideoBiz ou que tu as pu accompagner par le passé, si tu as quelques succès ou voilà, exemples qu'on peut utiliser après à titre d'illustration? Ouais. C'est intéressant. Ouais, nous on a moitié-moitié entre des purs créateurs de contenu et des boîtes. Donc côté créateur de contenu, on n'est pas trop présent sur la partie très divertissement, gaming, fit and fun, beauty, etc. On a plus des créateurs qui sont dans le domaine éducatif, vulgarisation. Voilà, on est sur le YouTube, on va dire, qui délivre de l'information dans une vidéo, qui veut délivrer de l'information, plus que délivrer du divertissement, même si tu as besoin des deux, hein, de toute façon. Mais c'est vrai qu'on attire mécaniquement plus ce type de profil, peut-être aussi par l'aspect analytique, en fait, l'air de rien, mais voilà, ça joue comme ça. Et en gros, la plupart des créateurs qu'on cible, là où on est bon, c'est des créateurs, on va dire, qui vont être entre 50 000 et 500 000 abonnés, qui commencent à être en phase d'accélération, qui disent oh là j'accélère, faut que je commence à déléguer des trucs, faut que je commence à produire plus, faut que je commence à me professionnaliser, et généralement ils n'ont pas non plus en face les finances nécessaires pour recruter et faire tout ça en interne. Donc il y a un trou un peu dans la raquette là pour accompagner ces créateurs-là à se professionnaliser. Par chance, certains restent avec nous ensuite, même quand ils ont les moyens, parce que ça se passe bien et c'est fluide, donc ils sont contents. Et puis pour d'autres, ils recrutent après derrière, ça fait partie du jeu, il n'y a pas de souci. Comment tu fais pour vendre effectivement à des... Bon, alors 500 000 sur YouTube, tu commences à gagner un peu d'argent quand même, mais c'est quand même la partie de YouTube, de la population de YouTube, on va dire, qui a pas trop d'argent, quoi, justement. Que ce soit pour déléguer en interne, comme tu l'as dit, ou recruter en interne, ou déléguer à des prestataires, des agences comme toi. Comment tu fais pour... c'est quoi ton offre, on va dire, si tu la pitches là en une phrase, tu vois, quelqu'un qui nous écoute et qui a envie de transformer l'essai ou juste de progresser? Eh ben, le one-shot audit peut déjà être un bon démarrage, parce que du coup, t'as pas forcément besoin de mettre énormément... pour ces créateurs-là, c'est quelques mois de revenus AdSense que tu investis pour essayer de voir comment tu peux faire accélérer ta chaîne. Et du coup, après, tu peux te débrouiller. Parce qu'on là, du coup, on est sur une typologie de créateurs, ceux qui sont vers les 50 000 abonnés et qui font une vidéo sur 3 qui part virale, quoi. C'est une typologie qui a appris à tout faire tout seul. Et donc, ils ont juste besoin d'avoir un regard extérieur et savoir dans quelle direction ils doivent partir. Donc, tu fais l'audit. Si moi, je suis créateur, là, je te demande un audit pour Solocrea, par exemple. C'est quoi la tête de l'audit à la fin que tu me rends? C'est des guidelines sur les sujets de vidéo, les titres et les miniatures, ou c'est tout d'un coup? Comment ça marche? C'est tout d'un coup, c'est un peu fat, et ouais, ça prend un peu de temps des fois à processer après, mais déjà on se fait une petite vidéo de qualification, on va discuter beaucoup de tes objectifs, de pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es sur YouTube, parce que t'as pas 2 créateurs qui sont sur YouTube pour les mêmes choses. Donc en fait on va pas donner les mêmes conseils selon ta typologie. Ensuite nous on chope tes analytics et on fait notre popote. Il y en a pour 2 semaines à peu près de boulot pour faire ça vraiment bien, alors pas à temps plein évidemment, mais voilà, on va analyser la partie statistique et la partie quali, donc aller regarder tes vidéos et comprendre là où il y a des nœuds, pourquoi les courbes de watch time elles diminuent, etc. Et ensuite, on se fait cette grosse visio de rendu où tu as un document de présentation. Surtout, on discute, on échange beaucoup. On essaie de s'assurer que tout est clair pour toi. Et effectivement, on a une partie que moi j'appelle un peu le contrôle technique. Tu as 12 points clés, un peu comme ta bagnole, tu vois, mais tu as 12 points clés qui font qu'une chaîne YouTube elle est en bonne santé. On va regarder chacun de ces points-là. C'est incroyable. Attends, tu saurais les citer de tête ou pas, ou je te mets dans un bourbier? Ouais, non, pas de souci. Tu as déjà la partie branding de la chaîne. Est-ce que ton positionnement est clair, et est-ce que quand on arrive sur ta chaîne, on pige en 2 secondes ce que ta chaîne elle apporte ou pas? T'as la partie évidemment titre et miniature. T'as la section tes vidéos découvertes, donc les vidéos qui sont faites pour partir virales et aller chercher des nouvelles audiences. T'as la partie vidéo communautaire qui sont faites pour justement activer ta communauté, et éventuellement pour ceux qui veulent avoir un modèle économique à côté, souvent c'est là-dessus que tu vas jouer, soit que ce soit pour les sponsors ou pour vendre des prestats derrière, etc. C'est ton format communautaire qui va être super important. Ça souvent c'est un des nœuds les plus importants en fait. La plupart des créateurs, alors les contenus découvertes ils comprennent, même s'ils sont pas toujours bons là-dedans, mais les contenus communautaires, souvent tu vas faire plein de vidéos très différentes qui ont rien à voir, sans trop de stratégie là-dedans, alors qu'en réalité c'est le truc sur lequel tu vas être le plus stratégique, parce que c'est ça qui va te donner tes sources de revenus pour les 5 prochaines années. C'est la capacité à créer une cohorte d'abonnés fidèles en gros? Ouais, globalement c'est ça, c'est les vidéos que tu vas faire pour les 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui se pointent à chaque fois que tu sors une vidéo.
Et donc pour cela, il faut crafter le format le plus optimisé, le plus adapté à eux, et qui colle aussi avec ce que tu veux éventuellement avoir comme modèle économique derrière. Donc si c'est pour des sponsors, bah, tu vas faire certains types de formats. Si c'est parce que tu vends du conseil, du consulting ou je sais pas quoi, tu vas avoir d'autres formats. Donc ça c'est un point qui est vraiment important. Tu vas avoir des trucs sur la partie monétisation, évidemment. Monétisation AdSense, ça s'optimise, la monétisation AdSense. Pour certains, on la supprime complètement parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Pour d'autres, on en met plein. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec l'ami Hardisk qui me disait que lui, sur certaines vidéos, ils vont blinder tous les espaces pubs possibles. Donc genre toutes les minutes. Ce qui ne veut pas dire que YouTube va mettre une pub toutes les minutes. Mais YouTube, du coup, va optimiser pour le viewer. Parce qu'en gros, YouTube a un peu des grilles de lecture par viewer pour savoir si tu tolères la pub ou pas. Et donc, si tu tolères bien la pub, ils vont t'en mettre plus sur les vidéos. Et si tu tolères pas bien, ils t'en mettent moins. Je savais pas ça. Et donc, soit tu gardes, tu te dis, bah, je vais mettre 3 spots de pub, soit tu dis, j'en mets partout. Et YouTube va optimiser selon le viewer pour en mettre plus ou moins. Alors, évidemment, tu peux faire ça que quand tu as des vidéos qui sont extrêmement balèze en termes de rétention, parce qu'évidemment plus t'as de pub, plus ça peut un peu impacter la rétention. Mais voilà, Hardisk il n'est pas tombé de la dernière pluie, tu vois, il sait exactement ce qu'il fait. De quoi du coup? C'est exactement ce qu'il fait en termes de script, de vidéo, enfin, il a des super rétentions sur ses vidéos, il sait faire de la viralité, donc il peut se permettre de mettre un peu plus de... Donc c'est ce qu'il fait, c'est du coup il joue AdSense à fond quoi. Ouais, voilà, mais tu vois, il y a une strat particulière là-dessus. Moi par exemple j'ai une autre strat sur mes vidéos, j'ai envie de prendre soin de ma communauté, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais les 7 premiers jours, je mets juste la pré-roll, donc la pub qui arrive avant la vidéo. Et si la vidéo continue de partir virale ensuite derrière, au fur et à mesure que je vois que l'audience qui arrive est une audience moins qualifiée, là je mets de la pub. Tu vois, donc je vais le faire moi sur un échelonnement dans le temps. Voilà, il y a plein de strates et ça dépend à chaque fois de ce que tu fais. J'ai l'impression, alors vu qu'on parle de ce point spécifique de la pub, que là dernièrement YouTube a quand même poussé les mid-rolls automatiques, positionnés automatiquement par YouTube et pas mis à la main justement par le créateur comme tu le disais. Moi j'ai toujours fait ça sur mes différentes chaînes aussi et là récemment, donc sur cette chaîne notamment pour le podcast, je laisse YouTube faire en automatique. Et j'ai l'impression que c'est assez ça peut être catastrophique, c'est violent. Bah, en plus là on est sur des formats de plus d'une heure, etc. J'ai des commentaires de personnes qui me disent pourquoi il y a 30 pubs, frère. Tu fais quoi? Mais bien sûr. Est-ce que c'est des gens qui sont tolérants aux pubs? Je ne sais pas, mais en tout cas il y en a qui s'en plaignent en tout cas, donc ils doivent pas être si tolérants que ça. Ils poussent trop fort, enfin je veux dire. Ouais, ils abusent quoi. Sur les replays de live, pareil, je fais des lives tous les mois, j'ai un replay, une fois j'ai laissé la pub pour voir et t'avais 17 pubs en 1h10 quoi. C'est beaucoup trop. Donc ouais, c'est un peu chiant parce que maintenant ils ont mis par défaut en automatique. Et donc soit il faut tout faire à la main et je sais pas exactement où les mettre, etc. Soit il faut que tu y retournes et que tu en enlèves quelques-unes quand même pour que ce soit digeste. Mais ouais, je pense que pour une vidéo de 20 minutes, si tu mets 3-4 pubs, c'est correct. Mais encore une fois, on est biaisé parce qu'on a l'impression que si on met 3-4 pubs, chaque viewer va voir 3-4 pubs. Et c'est pas le cas, en fait. Ouais, toutes les vues sont pas éligibles. Et dans celles qui sont éligibles, il y a un taux d'impression qui est différent en plus. C'est ça. Mais après, voilà, ça, par exemple, c'est une problématique qu'on traite assez peu souvent parce que quasiment tous les gens qui viennent chez nous ont un modèle économique autre que AdSense. AdSense, c'est la plupart du temps, c'est 5 à 10% du revenu d'une chaîne YouTube pour ceux avec qui on bosse. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas trop de youtubeurs divertissement, gaming, etc., qui souvent sont plus dépendants d'AdSense que de la sponsor ou d'une presta externe ou autre chose. Pareil, là je fais une parenthèse, mais tu en parlais juste avant sur les types de clients que tu as. Il faut comprendre que là on parle de stratégie YouTube et on va en parler pendant encore un moment, mais on a l'impression que c'est donc pas que c'est simple, mais en tout cas que ça s'applique à partir du moment où on sait faire que il y a un pattern peut-être à répliquer sur toutes les chaînes YouTube, quelles qu'elles soient, mais il faut savoir que rien que déjà entre les chaînes YouTube appartenant à des marques ou à des créateurs, il y a des enjeux qui sont complètement différents, des stratégies complètement différentes. Un créateur, il va plus souvent vouloir optimiser pour le reach, faire le plus de vues possible, avoir le plus d'abonnés. Une marque, elle va regarder combien elle dépense par vidéo et avoir une approche héroïste, donc avec un retour sur investissement. Et toi, tu ne seras pas attendu au même tournant, on va dire, en fonction de si tu as un créateur en face ou une marque qui cherche à avoir un retour sur investissement au bout de 10 vidéos. Ouais, même si pour les entreprises, on s'est vite convaincu qu'il fallait quand même qu'on leur vende du reach. C'est-à-dire que déjà, nous, c'est notre spécialité, c'est là où on est bon, faire de la viralité sur des chaînes qui n'ont pas connu de viralité ou qui ne savent pas trop faire. Et en plus, globalement, quand ta vidéo part virale, même si c'est une chaîne professionnelle, tu vas derrière convertir ou vendre plus que si tu as une vidéo qui parle à ta petite niche. Donc le concept des « ouais, mais si j'ai 100 viewers, mais que c'est les bons, qui sont bien ciblés, etc. » Ouais, gars, mais c'est les mêmes 100 viewers que tu vas retrouver sur tes 25 vidéos, en fait. Donc, la première fois, ça va peut-être marcher bien, la deuxième fois, un peu moins bien, etc. Il faut aller chercher du reach un jour ou l'autre, de toute façon. Voilà. Et surtout, en fait, c'est là où c'est compliqué pour des entreprises qui souvent ont l'habitude de communiquer sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn, etc., où ils ont qu'un micro-contenu, et donc ils sont obligés de faire, je sais pas si t'es familier avec le tofu, bofu, mofu, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, mais tofu, c'est top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. En gros, ça veut dire, il y a des
des vidéos, enfin des sujets qui doivent être très grand public, des sujets qui doivent être sur votre métier, des sujets qui sont là pour convertir à mort. Ça, c'est une très mauvaise idée de faire ça sur YouTube. Parce que tu fais 3 types de contenus différents, tu vas te créer 3 audiences différentes. Et en réalité, sur une vidéo de 15, 20, 30 minutes, tu as totalement le temps de démarrer sur un sujet très large et petit à petit de recentrer, de nicher. Et à la fin, ceux qui ont envie de rester jusqu'au bout, ils peuvent aller plus loin s'ils ont envie avec toi. Full tofu, du coup. Ouais, c'est ça. Enfin, nous, systématiquement, moi, j'aime bien dire qu'on essaie de vulgariser tes sujets, en fait. Donc, quasiment tous les clients qu'on a, que ce soit créateurs ou entrepreneurs ou entreprises, souvent, ils nous disent moi, j'ai un sujet, mais super technique, ça parle pas à grand monde, etc. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer de twister ça pour faire en sorte que le sujet devienne grand public. Je te donne un exemple. On a aujourd'hui un client chez nous qui fait du site server tracking pour les e-commerçants. Le gros mot, gros mot incroyable. En gros, ce que ça veut dire, c'est que il travaille dans l'ombre des sites web pour essayer de mettre des systèmes de tracking des visiteurs pour savoir quelles sont leurs intentions, s'ils ont mis des trucs au panier qu'ils ont abandonnés, etc. Les attributions. Comment on peut optimiser les revenus d'un site e-commerce, quoi. Il bosse par exemple avec beaucoup de boîtes qui passent chez qui va être mon associé, etc., qui doivent notamment anticiper leur passage télé, où tu as énormément de visites, etc. Donc le gars, il vient et dit je veux aller sur YouTube, trop bien, j'ai vu que vous étiez les boss, je veux bosser avec vous. Ok, donc forcément, la première étape, c'est de dire, tu vas pas commencer à parler de ton métier, de ton code et de tout ça dans le détail, parce que en plus de ça, si le mec vendait des formations, par exemple, il pourrait faire juste parler de son métier en fait, et dire, voilà comment moi je fais ça, faire du pauvre tuto, et du coup, il attirerait d'autres gens qui veulent faire son métier. Sauf qu'en réalité, lui, ce qu'il veut, comme c'est un consultant high ticket, tu vois, haut de gamme, lui, ce qu'il veut, c'est attirer des clients. Et les clients, ils ont absolument pas envie d'apprendre à faire du site server tracking. Ils s'en foutent. C'est des gens qui savent même pas qu'ils en ont besoin, voilà, d'ailleurs, potentiellement, et les existe. attirer dans... Exactement. Donc soit tu fais du contenu super niché sur, les 3 meilleures méthodes pour traquer les clients sur votre site e-commerce. Et dans ce cas-là, tu n'attireras que des gens qui sont en train de chercher sur YouTube comment bien traquer mon site e-commerce. Et généralement, c'est pas les gens qui ont des marques qui font des millions par mois, etc. Soit tu te dis, je suis obligé de vulgariser mon sujet pour faire coucou aux gens qui ont des grosses boîtes et qui disent je savais même pas que ça existait ce type de spécialité, et ce gars il a l'air trop intéressant, il a l'air de savoir ce qu'il fait, je l'appelle et on essaie de voir si on peut bosser ensemble. Donc nous on se spécialise vraiment dans ce côté-là. Et ce qui est très cool, c'est que au départ on avait un peu peur de bosser avec des boîtes parce qu'on a un peu peur de devoir faire du contenu chiant, et en fait du coup on fait du contenu trop cool. Donc là par exemple la dernière vidéo qu'on a sortie avec lui, c'est sur le lancement de la marque Ciao Kombucha de Squeezie. Lui, en 3 secondes, il va sur le site web, il regarde le code source, et il est capable il est capable de voir comment il traque les visiteurs et de faire sa petite analyse sur, en gros, est-ce qu'ils sont bien organisés derrière, comment ils ont pensé le truc, ou est-ce qu'au contraire, ils ont absolument tout foiré et qu'il va leur manquer beaucoup de data, quoi. Le verdict ? Le verdict, c'est pour Squeezie, c'est pas terrible. Squeezie aurait pu faire beaucoup mieux. Mais par exemple, un Thibaut InShape est plutôt balèze là-dedans, il est plutôt bien entouré sur la partie tracking. Trop bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres clients types que tu saurais me citer ? Est-ce que tu as accompagné des créateurs, des gros créateurs ? Ouais. Des grosses chaînes d'ailleurs, pas forcément des créateurs, mais... Ouais, il y en a un que j'aime bien citer, c'est Bienvenue au cabinet, qui est, on va dire, à mi-chemin entre créateur et entreprise, parce que lui, il a un cabinet comptable, tout se passe bien, etc. Et en même temps, il a un vrai ADN de créateur. Il adore créer du contenu, il adore faire ses recherches, etc. Et donc, c'est le gars qui va vulgariser la comptabilité sur YouTube. Donc, il a une chaîne qui a dépassé les 100 000 abonnés, qui fait plusieurs vidéos au-dessus du 1 million de vues. Avec lequel on est allé numéro 1 tendance quand même sur YouTube. C'est quand il a analysé en gros le drama Villebrequin autour du multiplat, et donc il a été chercher dans toute la comptabilité de Villebrequin pour essayer de savoir quelle est réellement la valeur du multiplat et qui a raison, etc. Ça c'est très fort, on mettra à l'écran, mais je pense on est beaucoup à l'avoir vu, moi y compris, parce que vous l'avez sorti, je dis vous parce que du coup vous y avez participé, mais c'est arrivé pile au bon timing, vous avez délivré super vite, la vidéo était bien et ça demandait du boulot, je pense que c'était ça devait être la guerre derrière, mais ouais. C'était un sacré challenge parce que en plus je sais plus quand est sortie la fameuse vidéo de Sylvain, mais du coup, donc Jérôme, le gars de Bienvenue au cabinet, je crois qu'il me contacte le jeudi soir ou un truc comme ça, il me dit là on fait quelque chose sur Villebrequin ou pas. Il me dit ça va être compliqué, le temps de faire les recherches, tourner, faire le montage et tout. Et j'ai dit ouais, obligatoire, on fait quelque chose en fait. Donc viens à 22h, on se fait une visio, on travaille l'angle ensemble, on essaie de trouver comment on va présenter le truc pour donner envie aux gens de cliquer, etc. Tu fais tes recherches tout le vendredi. On t'écrit ton script samedi matin, là mon scriptwriter il est ok pour bosser samedi matin, il te fait ça, tu tournes lundi matin, le montage on l'a lundi soir et on publie lundi soir, quoi. Et les mini-makers pareil, etc. Donc on a un peu totalement squeezé nos délais, mais tout le monde était chaud parce que tout le monde avait envie de participer à ça.
Là où effectivement d'habitude on est plutôt dans l'anticipation, on a plutôt des cycles de 1 à 2 semaines minimum pour produire une vidéo de A à Z. Ce qui est pas si long. Mais quand il faut, on est prêt à bourriner, quoi. Donc, et là effectivement c'était nécessaire et la vidéo elle a dépassé le million de vues largement. Il y a un moment elle faisait 1000 vues par minute. Tu sais, quand t'es dans les reviews... Ouais, t'as les 48 dernières heures, 60 dernières minutes live, là. Ouais. Et tu peux regarder par minute, et t'étais 1000. C'était assez dingo. Et en plus, elle est quali, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un react tout bête de « Ah, voilà ce qui s'est passé, etc. » Ouais, t'es stylé. Enfin, franchement, il s'est creusé, quoi. Ouais. Et sinon, peut-être 2 autres clients que je pourrais te citer, alors, qui sont créateurs aussi, mais qui nous ont bien fait step up, en fait. Moi, j'aime bien ces clients-là qui nous challenge. Il y a eu le jour où... Syllabus, Viviane de la chaîne Syllabus, qui fait de la vulgarisation scientifique, qui pour moi est la grande prêtresse des titres miniatures sur YouTube. Elle nous a contacté pour dire j'aimerais bien que vous m'aidiez à faire mes titres et miniatures. Et elle a dit oh putain. Pourquoi c'est la grande prêtresse pour toi? Tu l'as trouvée trop forte? Parce que ouais, en fait les titres et miniatures, en particulier dans la vulgarisation de sujets, c'est vachement dur, parce que vulgariser par définition c'est intéresser à ton sujet des gens qui ne sont pas intéressés à la base. Donc c'est vachement dur en fait de créer de la curiosité pour les faire cliquer, etc. Et donc nous, on avait déjà recruté notre media maker dans l'équipe. Je savais qu'elle était douée, mais là on est effectivement passé à un niveau supérieur. Parce que les mécaniques qu'on utilisait habituellement pour faire cliquer, qui sont tu sais, des trucs où tu vas jouer un peu sur la négativité, sur des termes un petit peu extravagants, c'est le truc incroyable, etc. Là ça marchait plus, parce qu'elle a dit moi c'est une chaîne qui parle de science, il faut que ce soit correct scientifiquement, on ne doit pas jouer sur des exagérations, etc. Donc on va trouver beaucoup plus de finesse dans ce qui va intéresser les gens dessus. On a dit ok, très bien. Elle nous a expliqué un petit peu aussi son process, elle, pour trouver des angles. Donc voilà, on a été obligé de step up toute l'équipe là-dessus, et c'était super intéressant, et ça nous a bien fait progresser là-dessus. Et puis l'autre client qui nous a fait un peu cet effet-là, c'est Yann Leonardi. Je sais pas si tu connais, c'est un gars qui parle de marketing, mais pareil, il fait plusieurs centaines de milliers de vues par vidéo. Peut-être que j'ai déjà vu alors, mais... Ouais, en fait, il va analyser soit des grandes entreprises, soit des personnalités, voir un peu... Ah, c'est du storytelling. Ouais, c'est assez storytelling/analyse. Ouais. Quand on dit storytelling, du coup, vous avez j'ai l'impression, une bonne partie de vos clients qui sont dans cette niche que moi j'appelle du storytelling. Peut-être que c'est pas correct, mais en tout cas, des gens qui vont soit vulgariser un sujet, soit raconter l'histoire d'eux. On en voit beaucoup des formats en ce moment, c'est un peu la méta, l'histoire de XXX, de telle entreprise, de telle personnalité. Donc lui, il fait ça, mais dans le marketing. Hein. Ouais. Ok. Et lui, il est très pointilleux sur sa façon de fonctionner. Par exemple, le premier montage qu'on lui a envoyé, donc c'est des vidéos qui font 45-50 minutes, c'est des trucs assez longs, mais je crois que la V1, il devait y avoir genre 350 remarques, 350 commentaires de là t'as laissé une demi-seconde de trop, là la transition est pas bonne, la machin, etc. Et donc au début on a perdu un temps fou, on a perdu pas mal d'argent aussi là-dessus, parce que nous notre monteur on le paye quand même à toutes les versions qu'il fait, mais ça nous a permis maintenant d'avoir effectivement des meilleurs guidelines pour nos monteurs, et step up là-dessus, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de clients un peu challengeants qui nous font bien progresser, quoi. Il faut rappeler que là, du coup, vous faites tout aujourd'hui chez Vidéobiz, donc la partie audit et conseil qui est déjà un travail monstrueux, et le fait de dérouler derrière, encore une fois, je le rappelle, mais moi qui ai monté une première boîte de montage vidéo avec Ocamedia que j'avais vendue, et là j'en ai une nouvelle sur laquelle j'ai aussi essayé de step up et d'aller plus vers un service plus premium. Je sais à quel point, et notamment avec les standards d'aujourd'hui sur YouTube qui sont de plus en plus élevés, et ça va continuer à être le cas, je pense. Quoique, il y a la méta RAW qui est en train d'arriver, tu sais, où il y a juste le mec qui pose sa cam. On peut en parler rapidement, mais j'y crois pas trop. Mais... il y a très peu de personnes qui peuvent le faire, je pense, on peut en parler effectivement. Ouais. Mais bon, bref, en tout cas, les standards avec toutes les grosses productions, etc., ou même les vidéos un peu storytelling, facecam, etc., qui demandent beaucoup de recherche, de documentation, d'illustration, sont de plus en plus exigeantes en montage. Et donc, moi qui ai une boîte juste de montage vidéo, déjà, je vois la rigueur que ça demande, la difficulté, en fait, pour de réussir à faire ça bien. Donc toi, l'intégrer en plus à tout le reste, c'est vraiment très fort. Donc bravo pour ça. Quand on avait parlé la fois dernière d'ailleurs de ces questions de montage, aujourd'hui il y a des clients qu'on refuse parce que leurs montages sont beaucoup trop complexes, et du coup je suis content de pouvoir te les renvoyer pour le coup ceux-là. Des clients qui vont faire par exemple des formats 100% voix off avec des tonnes d'illustrations, avec du b-roll bien choisi, il faut que la musique soit parfaite, etc. C'est une science, quoi. C'est pas notre spécialité. Nous on a des monteurs qui sont très efficaces mais qui vont pas... qui sont pas des artistes, tu vois. Et t'as des chaînes YouTube qui ont besoin d'artistes, de gens qui vont aller très 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 deep dans le montage. Et du coup, c'est assez cool de voir qu'il y a une boîte comme la tienne qui existe maintenant pour... Nous, pour expliquer la différence, du coup, effectivement, c'est un peu ça qu'on fait. C'est pour ça que je disais que 1 à 2 semaines pour sortir une vidéo de terre, c'est pas si long. Voilà, nous, c'est genre 2 semaines la vidéo en général, juste la partie montage, parce que c'est des gros trucs de 45 minutes.
soit avec 22 caméras, des trucs dans tous les sens, c'est le bazar, Ouais, soit, c'est pas le même level. soit énormément d'illustrations où il y a, enfin, vraiment, on a à tous les niveaux, franchement, YouTube a beaucoup step up de ce point de vue-là, donc voilà, c'était intéressant de le souligner. Est-ce que tu as d'autres exemples de vidéos? Donc là, celle de Villebrequin avec l'angle comptable était méga intéressant et voilà, beaucoup de personnes auront la ref, je pense. Est-ce que tu en as d'autres qui ont été notables? Récemment, on accompagne un petit peu TPZ, qui a fait une vidéo sur Oli, j'ai enquêté sur Oli, etc. Donc après, il y a eu du drama, il y a eu d'autres trucs, tu vois, parce que forcément, ça fait beaucoup de bruit. C'est une vidéo qui a dépassé le million de vues aussi, alors que lui, pour le coup, il a une chaîne qui est encore relativement petite et surtout une chaîne qui est en transition, c'est-à-dire qu'il parlait beaucoup de rap avant et il est venu vers nous en disant je veux faire une transition vers des contenus beaucoup plus de société, sujets de société, sujets aussi sur les addictions, ce genre de trucs. Donc super intéressant. C'est vrai qu'il parlait de rap, lui. Ouais, au départ, c'était ça sa thématique. Et du coup, il part vers d'autres sujets et c'est trop cool en fait en vrai. Et puis c'est un gars qui est absolument incroyable, il bosse comme un fou. Enfin voilà, donc c'est vraiment génial. Et ouais, donc cette vidéo elle a bien pété, ça a fait passer sa chaîne sur un autre niveau et c'est trop cool. Après, c'est difficile d'en avoir en tête parce qu'en réalité, nous dans notre Discord interne de la boîte, tous les lundis matins, je mets les bangers de la semaine. Les bangers de la semaine dernière, sur les chaînes de nos clients. On a en permanence 30 et 40 clients qu'on accompagne. Donc tu te doutes bien qu'il y a souvent pas mal de trucs. Et un banger chez nous, ça peut être une vidéo qui fait 5000 vues. C'est-à-dire quand on a un client qui fait par défaut, là par exemple on a un outlier quoi, comme on les appelle. On bosse avec un studio d'animation au Québec qui a toujours fait juste des petits vlogs de voilà ce qu'on est en train de faire, etc. Ils font en moyenne 400-500 vues. Là, la première vidéo qu'on a fait ensemble, elle est sortie la semaine dernière. Elle est déjà à 13-14 000 vues. Pour nous, c'est une énorme réussite. On est super contents et trop contents pour eux. Tu peux définir ce qu'est un outlier Ouais, alors un outlier, globalement, c'est une vidéo... moi, j'aime bien toujours définir une chaîne par son nombre de vues de base. Donc, en gros, vous prenez les vidéos standards qui ont fait un peu flop. Vous voyez combien de vues elles font. Des fois, c'est 1000, des fois, c'est 10 000, des fois, c'est 100 000 sur certaines chaînes. C'est le plancher, quoi. Voilà, c'est le plancher. C'est celle où vous pouvez publier à peu près n'importe quoi. Il y a tant de personnes qui se pointent parce que c'est vous, parce qu'ils aiment votre chaîne. Et donc l'outlier, c'est le coefficient multiplicateur de ça. Donc quand tu fais une vidéo qui fait 5 fois plus de vues que tes vues de plancher ou 10 fois plus, généralement ça indique que tu as réussi à toucher une fibre sur une nouvelle audience. Et donc ça, c'est un bon petit tip si vous voulez progresser sur votre chaîne YouTube, c'est d'aller chercher sur d'autres chaînes, soit dans votre thématique, soit encore mieux sur d'autres thématiques, des trucs qui n'ont rien à voir. Des fois, je vais voir des chaînes beauty et je trouve des dingueries, quoi. Pour trouver justement ces fameuses vidéos qui font x10, x15, x20. Et là, généralement, c'est qu'il y a une mécanique, il y a un truc qui a suscité de la curiosité, qui a fait cliquer les gens. C'est très intéressant de s'en inspirer. Donc ça, c'est une méthode qu'utilisent de plus en plus de créateurs. Donc aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est normal. Enfin, si tu fais pas ça, juste n'existe pas. Et en France, j'ai l'impression que ça se démocratise d'abord par les chaînes un peu plus peut-être business ou gérées par des créateurs qui ont plus un profil d'entrepreneur. Mais après, et tous les gros, j'ai l'impression que voilà, ça c'est acquis. Donc voilà, un outlier, c'est une vidéo qui surperforme par rapport à la moyenne. Et c'est un indicateur, on va dire, qui est très important à suivre sur sa propre chaîne et sur celle des autres pour s'inspirer, prendre des idées, comme tu l'as dit. Très intéressant à ce sujet. Donc, on va arriver après sur la partie un peu plus actionnable. Si tu es d'accord, j'aimerais bien te poser des questions sur un peu les conseils comme ça que tu peux dropper, comme ça, nous jeter des petites miettes de conseils, tu vois, un peu sur les grandes erreurs classiques que tu vois beaucoup. C'est très intéressant de parler aussi, je pense, du pivot parce qu'il y a de plus en plus de chaînes qui tentent d'en faire. Donc, tu parlais de TPZ qui passe d'une audience de vidéo, en tout cas, à d'une audience un peu rap. Pour moi, TPZ, c'était avec le règlement et toutes ces chaînes-là. Ouais. Et là, c'est vrai que... D'ailleurs, j'avais arrêté de regarder, je pense, depuis son pivot, ou alors il a fait une pause, je sais pas. Bref, on s'en fout. Ma question, du coup, avant de passer sur la partie un peu actionnable, c'est justement comment est-ce qu'on... C'est quoi les erreurs un peu classiques qui sont faites quand une chaîne essaye d'opérer un pivot comme ça? Moi, j'ai un cas très précis en tête, si tu veux qu'on se base dessus, et si tu as une analyse, je sais pas. Mais moi, je travaille beaucoup avec Yomi Denzel, par exemple. Ouais. Avec qui là on tente beaucoup de formats différents, on va dire, sur les 2 dernières années, particulièrement la dernière année où lui il avait voilà c'était un peu le numéro 1, tu vois, sur les formats facecam, conseils soit dev perso soit business francophone. Et là il y a voilà, des tentatives sur divers formats pour recruter de nouvelles audiences justement parce que c'était un peu plafonné. Ouais. Et c'est dur en fait, c'est dur. Ouais. Donc, comment on fait? Surtout sur les chaînes aussi anciennes avec autant d'adhérence entre guillemets de l'audience, c'est-à-dire que les gens ils sont habitués à ces formats, ils ont vu. Puis on a fait un paquet des vidéos donc quand tu as fait 4-5 000 vidéos que tu fais sur un format, c'est dur de changer, quoi. Mais en même temps, on comprend la volonté. En fait, voilà. Quand il a atteint ce million d'abonnés, et là, il doit être à 1,4 million, mais enfin, je veux dire, en gros, on sent qu'il y a un espèce de plateau du fait qu'il est numéro 1 et un peu qu'il a
tapé et recruté toute l'audience un peu qui était adepte de ces formats-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver un nouveau relais de croissance? C'est souvent ça qui motive un pivot d'ailleurs. Ouais. Peut-être pas, d'ailleurs, peut-être que TPZ, c'est juste la volonté de changer de sujet. Ouais, c'est ça. C'est une fois sur deux, c'est soit une personne qui se dit je pense atteindre un peu un plafond, j'ai envie de dépasser ça. Donc, nous, le cas le plus courant, en fait, c'est quelqu'un qui a démarré dans une niche, qui a un peu maximisé sa niche et qui se dit bah là maintenant les gens qui sont intéressés par les camping-cars, bon je suis arrivé au bout en fait, donc il faut maintenant que je parle de voyage quoi, cas réel. Et donc voilà, ou bien ça peut être une envie profonde, juste de dire bah j'ai grandi, Minecraft j'y joue plus et pourtant ma chaîne elle est connue pour ça, j'ai plus envie de parler de ça, je fais quoi, voilà. Ou bien effectivement le côté juste purement perf business. J'ai atteint le million, ça tourne plus aussi bien qu'avant, j'ai envie de changement ou j'ai envie de tester d'autres trucs, qui est le cas de Yomi, je pense. Juste pour le challenge, quoi, pour dire, allez, maintenant, c'est quoi l'étape d'après? Donc ça, c'est les motivations. Et ensuite, sur la façon de faire, généralement, le faire d'une façon brute et violente est rarement une bonne idée. De passer du jour au lendemain d'un format à un autre. Après, toute la difficulté, c'est dans le choix des formats, effectivement. Tu vois, Yomi qui a fait que du fast-cam pendant très très longtemps et qui est devenu excellent là-dedans. Il pourrait te parler de n'importe quoi, tu l'écoutes en fait. Après, que tu sois client ou pas client, peu importe, mais tu l'écoutes parce qu'il parle vraiment bien et c'est structuré et tout. C'est vachement risqué de passer de ce format-là au format actuel où ils font des émissions plateau divertissantes avec des jeux, etc. Je vois l'intérêt et le côté un peu l'attirance d'un MrBeast ou tu vois, de ce genre de format-là. Mais c'est une proposition de valeur, comme on dit, très 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 différente de ce qu'on avait avant et surtout sur une chaîne qui est attachée très forte à Yomi en fait. Donc moi quand je regarde une de ses émissions aujourd'hui, j'ai plus de Yomi. Enfin tu vois, je vois passer ici ou là, il fait une petite blague, etc. Mais il m'apprend plus rien. Tu vois, bon, en tout cas, c'est très très léger parce qu'il y a toujours un ADN business dans toutes ces vidéos-là. Ouais. Ce qui était une volonté de sa part aussi d'ailleurs, mais ça suffit pas comme tu dis parce que le grand écart est trop grand en gros, c'est ça? Ouais, ça reste léger. Pour moi, c'est le même switch qu'il peut y avoir quand tu as une chaîne où tu as toujours parlé face cam et d'un seul coup tu fais des podcasts avec des invités. Déjà, rien ne garantit que tes invités ils soient bons. Et là, je pense que par exemple, dans ces jurys, etc., il y a des personnes qui sont pas bons face caméra, qui sont pas très intéressants, mais comme tu les fais venir, tu es un peu obligé de les laisser parler. Le format de l'émission en lui-même c'est vachement dur en fait de faire une émission divertissante. Les jeux télé qui existent depuis des dizaines d'années, ils ont mis beaucoup de temps à trouver les mêmes formats. Et même eux, même à la télé, ils se plantent encore régulièrement. En fait, ils sortent des nouveaux formats qui marchent pas. Même si je pense qu'il y a des nouveaux formats pur YouTube à créer. Et je pense que Yomi, il fait un grand pas dans cette direction-là. Il va payer les pots cassés pour les autres, en fait, je pense. Et le jour où il va trouver des formats qui cartonnent, on va tous copier, quoi. Je pense. Hein. Mais tu vois, même les Squeezie et compagnie ont testé plein de formats jusqu'à trouver ceux qui marchent bien. Donc, en fait, globalement, la transition peut se faire de plein de façons. Mais donc, si c'était juste pour la perf, je pense que Yomi aurait peut-être eu intérêt à élargir ses sujets de prédilection en restant sur du fast cam et en mettant des petites doses de parties divertissantes dedans, tu vois, d'y aller vraiment en petite dose par petite dose. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il a juste fait le tour en fait, des trucs fast cam et que ça le saoule et qu'il n'a plus envie. Donc, dans ce cas-là, t'es obligé de passer à autre chose. Mais... Dans le cas précis de Yomi, si ça vous intéresse de creuser, j'ai sorti un épisode du coup sur la chaîne. Du coup, j'ai reçu Yomi ici sur Solocrea. Donc l'épisode est en ligne sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcast si ça vous intéresse d'aller creuser cette partie-là où il me parle justement de toute sa stratégie et de ce problème-là de pivot justement notamment. Mais c'est très vrai tout ce que tu dis. Et est-ce que tu as des exemples? Moi, je sais pas. Pour moi, le mec le plus fort en pivot et on a l'impression qu'il fait même pas exprès. En plus, c'est ça qui est énervant. C'est Inoxtag qui était full Fortnite. Il est passé de full Fortnite à du divertissement, du fit and fun. Il arrête YouTube pour faire Kaizen, il en ressort quand même grandi. Enfin, tu vois, c'est trop chiant, tu vois. Et en fait, je pense que c'est un peu le rêve, tu vois, le goal ultime de n'importe quel créateur ou créatrice. Est-ce que toi, quand tu analyses par exemple des moves comme ça d'Inox, je dis Inox, mais Michou, pareil, il était full Fortnite et il est passé sur autre chose tranquille. TPZ, pour prendre un exemple d'une chaîne avec laquelle tu as vraiment collaboré, comment ça s'est passé le pivot et c'est quoi la recette d'un pivot réussi? Voilà, comme ça on clôture ce sujet. Selon toi? Globalement, le truc, c'est que faut le planifier en plusieurs étapes. Donc, par exemple, tu as une audience rap, tu vas commencer à faire un sujet dans lequel tu vas pouvoir parler de rap, ou tu vas pouvoir éventuellement faire un titre miniature qui joue autour du rap, pour ensuite glisser ton sujet dedans. Donc, si tu veux parler, là, il a fait par exemple une vidéo sur l'addiction à la musique, sur le côté, non mais en vrai, maintenant, on a nos écouteurs, on a de la musique des fois 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour. Peut-être ça pose un problème, en fait. On s'est jamais posé cette question, mais voilà. Donc ce sujet-là, tu peux l'amener par un angle rap et donc intéresser ton audience historique et leur faire découvrir tes nouveaux contenus. Et tu fais ça 2, 3, 4 fois et après, petit à petit, partir sur un nouveau format, tu vois. Ça, c'est un bon moyen de le faire en douceur.
J'aime bien dire aussi, par exemple, pour les changements de nom de chaîne YouTube, tu peux faire ça en plusieurs étapes. Tu vois, ma chaîne photo qui s'appelle historiquement Mon Petit Réflexe, j'ai envie de l'appeler Sylvain Le Poude Photo. Bah, j'ai d'abord mis Mon Petit Réflexe entre parenthèses Sylvain Le Poude Photo. Maintenant, c'est Sylvain Le Poude Photo entre parenthèses Mon Petit Réflexe. Et après, je vais virer le entre parenthèses. Tu vois, tu peux le faire en plusieurs étapes. Donc, voilà, transition douce, ça marche toujours un peu mieux. Voilà, mais de toute façon, l'enjeu principal, c'est d'expérimenter tout le temps. Un gars que je trouve très très bon là-dedans. Alors, tu vois, moi, mes références sont pas dans les chaînes à plusieurs millions, plutôt dans les chaînes à plusieurs centaines de milliers. C'est Shubham Sharma. Shubham, je connais pas un gars qui expérimente plus sur YouTube que lui, quoi. C'est trop fort, Shubham. Tout ce qu'il fait, c'est des nouveaux tests, des nouveaux trucs, des nouvelles façons de procéder, et c'est incroyable, quoi. Et il y a que comme ça que tu peux y arriver, en fait, en réalité. Je crois que Poisson Fécond aussi a beaucoup fait ça, mais eux, ils sont vraiment très forts sur des concepts de formats de vidéo. Et donc, ils en ont toujours un ou deux qui sont des formats qui ont fait leurs preuves, qui marchent bien. On continue à délivrer là-dessus. Et il sait qu'au bout d'un moment, ça s'épuise, un peu comme une série télé. Après quelques saisons, les gens en ont un peu marre. Et donc, c'est-à-dire qu'en permanence, ils en testent un ou deux nouveaux formats. Il y en a qui marchent pas, ils les killent. Il y en a d'autres qui commencent à prendre et ça va prendre le relais. Et ça, c'est le secret pour durer sur YouTube, quoi. Je parlais de Squeezie, mais en fait, tous les grands font ça. C'est-à-dire qu'en gros, chaque chaîne a des formats locomotives. L'enjeu, quand on n'a pas, c'est d'en trouver. Donc, tu testes jusqu'à trouver un format locomotive et tu le ponces. Et ça donne les séries d'Amixem où il y a 27 vidéos dedans, ou la série Imposteur de Squeezie, ou enfin voilà, vous trouvez facilement les équivalents. Et toutes ces chaînes-là, Poisson Fécond, pareil, t'as cité, mais toutes ces chaînes-là qui existent depuis longtemps, en fait, si on retrace, ou même juste de tête, on peut retracer facilement ces phases un peu de cycle, ouais, où il y a des vidéos qui sont testées régulièrement. Hop, à un moment, t'as le premier imposteur qui sort, ça pète, il fait le deuxième, etc. Et là, ça confirme ce format locomotive, encore une fois. Mais en parallèle, il continue toujours d'itérer pour essayer de trouver la locomotive d'après, pour l'amener encore plus loin. Il y a une exception en tout ça, parce que du coup, j'ai bien poncé sa chaîne. J'ai fait une grosse vidéo qui a analysé l'histoire de sa chaîne. C'est Ego. Et Ego, c'est un peu un ovni, c'est même carrément un ovni. Parce que au lieu de faire des, ouais, totalement, ouais. Au lieu de faire des mini expérimentations, le gars avec une vidéo arrive à tirer des conclusions pour en faire. Il va pas faire les 12 vidéos intermédiaires pour arriver là, en fait. Il a déjà compris exactement le truc, il a pas besoin de le tester et il te le change dans le coup d'après. Donc en gros, hein, je vous spoil un peu le truc que j'ai raconté dans ma vidéo sur Ego. Les outros de ces vidéos sont une des raisons qui font qu'on reste aussi attaché à lui. C'est-à-dire que tu filmes ta vidéo, t'es en mode « Waouh, putain, il m'a retourné le cerveau, incroyable !» Il y a un twist, quoi. Il y a un twist, il y a un truc comme ça. Et donc, une des premières vidéos où il a fait ce twist, c'était l'outro qui durait 15-20 secondes. Et là, il te sort 2-3 phrases et t'es bluffé. La vidéo d'après, son outro, elle dure 4 minutes. Tu vois, pendant 4 minutes, il te parle d'un truc qui n'a rien à voir avec le sujet de sa vidéo. Et il parle là-dessus et il te brainstorm pendant 4 minutes. La vidéo d'après, sa vidéo fait 50 minutes, il y a genre 20 minutes de sujet, 30 minutes d'outro, quoi. Donc en fait, le gars, il grille les étapes à toute vitesse, mais le problème, c'est que je pense qu'il a fini le jeu trop tôt et que du coup, maintenant, il est un peu coincé, quoi. En mode, maintenant, je fais quoi à part des œuvres d'art what the fuck C'est vrai que c'est de plus en plus what the fuck à chaque vidéo, mais ça marche, quoi. Et, tu penses quoi, toi, de cette méta-storytelling, ton avis perso, on va dire, donc c'est Ego, Combo, The Great Review, TPZ, enfin voilà, en gros, toutes ces chaînes-là qui se regardent très bien, en fait, tout le monde le fait maintenant. Genre. Ouais, c'est un truc qui... Ça, c'est un peu les pure players, les chaînes pure players, ouais. Mais tout le monde se met à ce format-là. Ça marche très bien, parce qu'en termes de rétention, c'est incroyable, parce qu'en fait, on est câblé comme ça, on adore écouter des histoires, des gens qui nous racontent des trucs depuis toujours. Donc je pense que ça va pas disparaître. La grosse problématique de ces formats-là, c'est l'investissement temps et argent qui est nécessaire pour faire ce genre de vidéo. Et le modèle économique est compliqué à gérer à côté. Donc c'est là où moi je fais des tests sur ma chaîne, par exemple, en faisant des formats très storytelling et en glissant des appels à l'action très business dedans, ce qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et qui peut amener quelques personnes à dire « Ah, mais tu m'as perdu à ce moment-là, etc. » Mais c'est intéressant de mesurer après derrière combien de clients ça nous rapporte en réalité, ça marche quand même très très bien. Mais le côté faire une vidéo storytelling juste pour l'art et se dire on va juste gagner un peu d'AdSense, c'est vraiment pas très rentable parce que vraiment les gars, rien que sur le script, ils bossent des fois des centaines d'heures. Et puis il y a un Ego, il y a plusieurs personnes qui relisent les scripts, qui font des feedbacks, il y a un monstre de recherche derrière, etc. Évidemment, même avec 1 million de vues, c'est pas les 4000 balles d'AdSense qu'il va récupérer qui vont lui payer ça, quoi. C'est ce que disait The Great Review dans toutes ses interviews, etc. C'est que bon, il bosse 3 mois sur une vidéo, il veut pas faire de sponsor, il mange de l'eau, quoi. Globalement, tu vois. C'est ça. Là, il essaye, il tente des trucs, etc. Mais ouais, c'est fou. Et c'est vraiment les artistes... les formats les plus artistes, on va dire, de créateurs, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir mixer ça. En fait, on sait que ça marche.
Et tu peux mixer ça dans des formats beaucoup plus chill, des trucs où tu vas faire du React, où tu vas raconter des choses, où tu vas mettre des analyses. Finari le fait très bien, moi je trouve. Finari, il cale ses call to action. Là, il fait ça, il spamme le storytelling et il met ses call to action Finari au début, à la fin, ça marche. Même ses intros de podcast, c'est storytelling. C'est-à-dire que tu vas avoir une phrase du gars dans le podcast, puis ensuite lui, il parle voix off avec des images d'animation comme un storytelling, puis il revient. C'est très bien affiné. Ça, je tente de le faire. Là, je sors aujourd'hui mon premier solo créa. Avec une intro dans ce genre-là. Je serais curieux d'avoir ton avis dessus. Bah, nous, on a testé un peu, parce qu'on a plusieurs chaînes podcast. On a un podcast qui s'appelle Code YouTube, qui est un petit peu en jachère en ce moment, mais on reprendra quand on reprendra le temps. Et pareil, on a testé plein de façons de faire des intros, parce qu'en fait, des podcasts, t'as plein de façons d'introduire des podcasts. Soit tu mets un petit best-of, soit tu mets façon Le Crayon, par exemple, on avait bossé un peu avec Le Crayon aussi. Eux, ils ont un espèce de rapid fire où t'as 4-5 questions, les gens répondent oui, non, et du coup, tu comprends tout de suite de quoi on va parler dans la vidéo. Et puis tu as la présentation façon storytelling où au début on te voit toi qui présente la personne, mais avant que la personne arrive sur le truc, quoi. Et on a aussi eu des clients par exemple où eux, tous les épisodes de podcast étaient tournés format masterclass, c'est-à-dire par exemple là tu m'invites, la vidéo s'appelle pas je sais pas comment Sylvain a développé VidéoBiz ou je sais pas quoi, aide les créateurs, mais c'est plutôt 1 heure de pure info sur l'algo YouTube. Et donc en fait dans ce cas ta première question c'est pas Sylvain, est-ce que tu peux me retracer un peu ton parcours, c'est si tu devais donner un tips qui s'applique à 100% des chaînes, c'est quoi? Et ça c'est le début de la vidéo. Toi tu rentres paf direct dans le truc sans intro. Est-ce que tu penses que j'aurais dû le faire typiquement là sur cet épisode ou pas? Parce que là c'est littéralement ma question d'après que j'allais te poser, c'est-à-dire j'allais le poser sous la forme de checklist, tu vois. Je suis chaud que qu'on fasse un petit récap justement de c'est quoi vraiment les trucs les plus importants à regarder pour pas non plus tu vois tomber dans l'overthinking, etc. Mais est-ce que pour revenir à ma question, tu penses que là, sur notre épisode, par exemple, j'aurais dû... Après, je peux cut et déplacer, ça fait bizarre. Je pense que tu pourrais. Après, les podcasts, c'est vraiment un truc qui est, qui est encore en gestation. Ouais, c'est ça. On n'a pas encore trouvé les bons formats, etc. T'as les podcasts qui vivent que par leurs invités, par le prestige de leurs invités. Je trouve que c'est rarement une bonne idée, entre guillemets, de faire ça, parce que ce que tu veux avec un podcast, c'est que les gens reviennent pour toi ou pour le format. J'aime bien personnellement moi, tout ce qui est plutôt format émission, type Popcorn par exemple qui s'est arrêté, mais tu vois où tu mets du podcast, mais il y a aussi plusieurs segments dans le truc. Mais oui, il y a plein de trucs à tester. Il n'y a pas de vérité sur les podcasts encore, quoi. Voilà, donc en fait ça dépend de ce que tu veux faire. À quoi te sert ton podcast, toi? Enfin, je vais te retourner vraiment la question, mais pourquoi tu as lancé un podcast? C'est quoi ton envie derrière? Parce que si ton but c'est de faire de la viralité et que tu t'en fous un peu que les débuts de podcast soient tous les mêmes, pour moi tu devrais tester beaucoup plus d'intros différentes, selon l'invité. Moi, personne ne me connaît sur YouTube, donc quasiment pas, ou en tout cas, voilà. Donc mon nom ne fait pas venir des gens sur ton podcast. Donc tu as tout intérêt à jouer sur autre chose, et ça s'anticipe, et du coup tu dis, bon, voilà comment on va commencer l'épisode, ou alors si tu veux, ton rapid fire, tu pourras mettre ça au montage. Ouais, là, moi, ce que je comptais faire pour notre épisode, c'est faire une intro, du coup, avec voix off, où c'est millimétré, du coup, et je peux raconter ce que je veux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on commence directement sur bonjour Sylvain, je mets un contexte juste sur ton métier, que je pourrais cut d'ailleurs, je le fais au cas où en général. Mais potentiellement ce sera cut et on part sur la première question directe. Trop cool. Et puis titre miniature aussi, tu devrais expérimenter beaucoup plus. Ouais. J'ai une idée de titre minia aussi que je vais te montrer à la fin. Ouais. Et tu me diras si c'est bien ou si on part sur autre chose. Là c'est bien, au moins vu que je t'ai comme invité, je peux vraiment remettre la charge. C'est un truc qu'on a commencé à faire sur d'autres podcasts où j'étais invité, où je voyais que les titres minia étaient un peu dégueulasses. J'ai proposé du coup à la personne que notre team fasse les titres et miniatures pour cet épisode. Parce que du coup, nous, on a un intérêt à ce que l'épisode il soit vu aussi. Bien sûr. Et voilà. Tu veux qu'on teste ? Si t'as envie, on peut essayer. Sur le titre mini, en plus, c'est assez léger. Enfin, c'est léger, je veux dire, c'est pas un truc de 6 mois pour vous, quoi. Enfin, moi, je suis chaud. Si ça trop cool, trop bien. Trop marrant. Allez, deal. Trop bien. Écoute, je reviens du coup à la question que j'allais te poser. C'est quoi, si tu devais donner une checklist un peu de YouTube pour les nuls, tu vois, à quelqu'un qui, voilà, là, on a dit énormément de choses. On n'a même pas fini. En plus, j'ai des questions encore plus tryhard après à te poser. Mais c'est quoi un peu la checklist donc pas il faut faire attention au titre, mais justement c'est quoi les erreurs à éviter plutôt sous forme de checklist, comme les erreurs courantes dans les titres et les minia, ou que tu vois le plus encore aujourd'hui, tu vois, même par les gens qui publient beaucoup. Pour quelle typologie de créateurs? C'est là parce que ça dépend vraiment de quoi on parle. Pour les créateurs qui veulent faire du reach, je dirais, donc pas pour les marques, on oublie les entreprises. Mais des créateurs qui sont là depuis un petit moment, qui ont déjà de l'expérience ou créateur qui s'est lancé sur YouTube depuis quelques mois, on va dire, ou 1 an max. Pas qu'il est là depuis 10 ans, tu vois, mais quelqu'un qui est là depuis quelques mois, qui a publié déjà ses premières vidéos, qui a compris que les titres Emilia c'était important,
Qui n'a pas encore craqué le truc, qui n'a pas encore eu ses premières vidéos virales, quoi. Le truc le plus classique, c'est de travailler ces petites miniatures avant d'écrire même la vidéo. Globalement, c'est un truc qu'on n'imagine pas forcément, mais les meilleurs créateurs trouvent les idées titres avant de trouver les sujets. Et j'ai même vu une fois un créateur qui trouvait des idées de miniatures, c'est-à-dire qu'il se baladait dans la rue, il voyait un panneau publicitaire, il disait putain, ça ferait une sacrée miniature YouTube, ça. Et du coup, il se dit qu'est-ce que ça pourrait être comme titre et qu'est-ce que je pourrais faire comme contenu après autour de cette minia, quoi. Qui c'est? J'ai plus le nom. C'était un gars qui passait dans un podcast, mais voilà, je trouvais ça trop intéressant. Mais voilà, partir du minia, c'est compliqué. Donc partir d'un titre, souvent, c'est plutôt mieux. Et donc chez nous, on appelle ça l'angle. En fait, on travaille sur l'angle. Parce que pour le coup, les clients qui viennent chez nous, ils ont souvent des sujets qu'ils ont envie de traiter. Des fois, on les a préqualifiés pour voir ce qui a le plus de potentiel. Et là, on fait notre session, on dit, OK, ce sujet qui aujourd'hui fait cliquer personne, comment nous, on le rend sexy pour que les gens aient envie de cliquer dessus et que ça suscite de l'intérêt. Et une fois qu'on a l'angle, on a quasiment le titre. En fait, on a des formulations qui sont assez proches du titre. Et donc, c'est quoi? Est-ce que tu peux, sans tout dévoiler forcément, en plus, ça serait très long, mais c'est quoi un peu les patterns qui marchent? Si tu peux en citer quelques-uns, est-ce qu'il faut, je sais pas, tourner sous réserve que ça s'applique à votre cas spécifiquement, mais c'est quoi? Est-ce que c'est tourner son titre sous la forme d'une question ou est-ce qu'au contraire c'est à éviter absolument? Est-ce que c'est utiliser la négation? Dans les grandes tendances, la négation ça marche toujours mieux que le positif. Donc par exemple, ça marchera toujours mieux de marquer. Alors c'est nul comme titre, mais 3 erreurs qui vous empêchent 2 plutôt que 3 conseils pour mieux faire X. Voilà, ça c'est assez bête, mais c'est mécanique. Un truc qu'on aime bien faire aussi, c'est trouver une contradiction forte. En gros, tu vas prendre ton sujet. Tu te dis, qu'est-ce que la plupart des gens croient comme vérité sur ce sujet-là, qu'on considère que c'est consensuel, tu vois, et comment on va défendre un argument contraire à ça. Est-ce que j'ai des exemples là-dessus? Un truc super successful. Genre une affirmation, tu dis et pourtant, et tu dis l'inverse. Ou en gros, tu dis pas l'inverse, mais en gros, tu dis quelque chose, un titre paradoxal, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Un truc qui crée un disconnect, un paradoxe dans la tête des gens. Et là, parfois, nous, on teste en permanence, évidemment, mais parfois, on est allé un peu trop loin. Et au moment où c'est trop what the fuck, où le disconnect est trop éloigné, pour le coup, ça marche plus non plus. Donc, il faut que le disconnect fasse en sorte que les gens comprennent un petit peu où tu veux nous emmener dans le truc. Tu vois, donc voilà, c'est globalement ça qu'on fait dans les sessions d'angle avec les clients. On leur dit, parle-moi de ton sujet, c'est quoi ce que les gens pensent, c'est quoi les trucs que tu as découverts dans tes recherches. Et puis généralement, il va sortir une petite phrase, on va dire, oups, là, attends, ça, je le garde, ça va faire partie du titre. Donc voilà, le genre de petites choses qu'on peut faire. Mais voilà, première erreur, effectivement, c'est de se dire, j'ai mon sujet, j'écris mon script, je tourne ma vidéo, et après je fous ça sur YouTube et je me dis, qu'est-ce que je vais mettre comme titre maintenant, comme miniature? Et là, t'es coincé parce que tu dépends du début de ta vidéo et tu peux pas discuter de l'approche, elle va dépendre de ton titre, de ta miniature, quoi. Pourquoi on dit que ça dépend du début de la vidéo? Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, moi, avec du coup mon agence de montage, on regarde beaucoup aussi pour tous nos clients. C'est qu'en fait, l'une des règles importantes, en tout cas, c'est que l'intro de ta vidéo, les premières secondes ou les 30 premières secondes, on va dire, viennent confirmer, on va dire, l'intention de la personne qui a cliqué sur la vidéo. Ouais. Si c'est à côté de la plaque, la personne se barre et c'est là que vraiment ton watch time drop. Ouais. Et donc c'est pour ça, notamment là sur cet épisode, en fonction du titre et de la minia qu'on mettra, j'ai mon intro live là que j'ai faite en backup et potentiellement, tu vois, je la sors et j'utiliserai que la... Bref. Ça, je trouve que c'est compliqué aussi, mais ça se résout en fait quand tu travailles, encore une fois, le titre et la minia avant d'écrire et de tourner, etc. C'est vraiment une gymnastique, et là c'est un truc où à la limite il faut essayer de s'entourer, pas forcément de bosser avec nous, mais ça peut être juste des gens autour d'autres créateurs, et juste brainstormer ensemble, et souvent ça permet déjà de débloquer des trucs, quoi. Tout seul on galère. Moi-même aujourd'hui pour mes propres vidéos, je me fais aider de quelqu'un de l'équipe pour brainstormer, parce que tout seul j'y arrive pas. C'est assez rare, je connais pas de créateur, je pense, qui a la science infuse et qui arrive et qui dit ça, ce concept là, ça va être banger, il y a forcément quelqu'un qui vient, qui enlève, rajoute des trucs pour que ce soit vraiment parfait, quoi. Très clair. Du coup, dans les scripts, est-ce qu'on a couvert là où est-ce qu'il y a une erreur ou d'autres erreurs que tu vois couramment? Sur les scripts, oui, c'est en fait la plupart des erreurs. Nous, on travaille presque 50% de l'énergie qu'on met, c'est sur l'intro de la vidéo, parce qu'on sait que sur YouTube, c'est important, c'est là où tu peux perdre le plus d'audience et du coup, ça peut bousiller ton reach. Donc la difficulté, c'est de réussir à bien doser son intro en fonction du sujet. Tu as des vidéos où, quand tu vois le titre, tu sais de quoi on va en parler. Donc en fait, t'as pas besoin de faire une intro. T'as pas besoin de rappeler tout ce que t'as mis dans le titre. Les gens arrivent en cliquant, en ayant déjà... Enfin, j'aime bien dire, en fait, c'est comme si t'avais commencé la conversation au moment où la personne a cliqué sur le titre. Comme si je te disais, ça t'intéresse qu'on parle de pourquoi il y a de l'air dans les paquets de chips? Toi, tu me dis, ouais, ça m'intéresse. Je vais pas démarrer ma vidéo en disant, vous êtes toujours demandé pourquoi il y a de l'air dans les paquets de chips? Tu viens de me le dire, en fait, ça sert à rien.
Et là, la question est suffisamment claire. Donc en fait, démarre en disant ça, c'est un paquet de chips, il y a 70% d'air, donc on va creuser la question, quoi. Et à l'inverse, tu as d'autres sujets qui sont beaucoup plus énigmatiques, où tu veux sur un titre où tu sais pas trop, c'est un peu ambigu, etc. Et là, évidemment, il faut mettre du renforcement sur le sujet. Éventuellement, quand nous, on trouve plusieurs angles, parfois on va utiliser un angle secondaire ou tertiaire pour rajouter encore de l'enjeu supplémentaire dans le début de l'intro. Et des fois, là, ça peut t'amener à des intros, notamment sur les vidéos storytelling. Tu vas avoir des intros, des fois, qui vont faire 1 minute 30. Parce que t'en rajoutes, ça build up, et à la fin, t'es là, mais il faut absolument que je regarde cette vidéo de 45 minutes, quoi. Donc voilà, c'est encore une fois, ça dépend beaucoup du format de vidéo et du sujet, quoi. Très clair, merci beaucoup. C'est quoi le KPI, on va dire, que tu cherches à optimiser en priorité? Est-ce qu'il y en a un déjà, ou est-ce que ça dépend, Donc on parle des indicateurs comme le CTR, donc le taux de clic, le watch time qui sont très regardés, les impressions peut-être, les vues. Globalement, sur l'algo de YouTube, c'est pas hyper compliqué a priori. T'as trois indicateurs t'as 3 éléments qui sont hyper importants pour la viralité. Le taux de clic de ta vidéo, ça veut tout et rien dire, le taux de clic de la vidéo. On pourra rentrer dans le détail si tu veux après. Le watch time, je dis pas la rétention, mais je dis le watch time. Très souvent, c'est plus le watch time moyen de ta vidéo, qui lui, pour le coup, est assez stable selon les audiences en général. Si on reste sur une même source de visionnage, mais voilà. Et puis, j'ai envie de dire le côté grand public de ton sujet. Tu peux avoir des super taux de clics et des super rétentions sur un sujet très niché, et ta vidéo va évidemment pas partir virale. Donc forcément, quand tu prends un sujet plus grand public, ça va être plus dur de garder les gens longtemps et d'avoir des meilleurs taux de clics. Donc en fait, tu as différents games comme ça. Et en gros, c'est lequel que tu priorises alors? Alors, si tu es sur une chaîne YouTube qui a jamais eu de viralité, qui démarre et qui sait pas trop faire, c'est le taux de clic. Globalement, c'est le premier truc, le plus facile, c'est là où tu as les quick wins. Si le mec a un taux de clic à 1%, du coup, ouais, voilà. Mauvais. Tu sais que tu peux arriver, le monter à 10 si la chaîne est petite, c'est faisable. Donc nous, le challenge, il est systématiquement de travailler le taux de clic en navigation. Donc navigation, c'est la page d'accueil globalement, pour les nouveaux viewers. C'est cette stat-là qu'on veut optimiser. Et quand tu démarres une chaîne YouTube, c'est une petite chaîne, il faut que tu essaies de passer les 4% sur les nouveaux viewers. Et là, tu peux commencer à avoir un petit peu de traction. Après, 4% de taux de clic. De taux de clic des nouveaux viewers en navigation. Parce qu'évidemment, en suggestion, en recherche, les taux de clic, ils n'ont rien à voir, parce que c'est pas la même interface, etc. Donc, navigation, c'est vraiment là où tu as le plus de portée organique, donc c'est là où tu vas chercher à optimiser. Donc, les nouveaux 4% et les habitués, on va dire. Les habitués, peu importe, en fait. Oui, en fait, tu veux recruter du nouveau. Voilà. Ouais. Si tu veux chercher de la viralité, tu vas chercher les nouveaux, en fait. Et là, nous, on a des chaînes, par exemple, qui sont effectivement des chaînes très anciennes, qui ont une communauté hyper engagée. Parfois, il y a des différentiels de fou. Tu vas avoir des chaînes qui ont 12% de taux de clic des réguliers et qui vont être à 2,3 sur les nouveaux, quoi. Et là, on a un problème en général. Parce que du coup, c'est des chaînes qui ont des gros enjeux. C'est pour ça que je disais qu'on a un peu arrêté de bosser avec les très gros youtubeurs. C'est qu'ils sont quasiment tous dans cette situation-là. Et nous, ce qu'on sait faire, c'est aller chercher des nouvelles audiences. Et eux, ils disent, ouais, mais si je vais chercher les nouvelles audiences, je vais me griller auprès de mon audience actuelle, ou alors j'ai peur de perdre des viewers habituels. Et souvent, du coup, ça les bloque et ça les empêche d'innover, de tester des nouveaux trucs. Donc on parlait un peu avec Yomi, où lui, pour le coup, a pris le risque. Ah, lui, il y allait full, enfin, tu vois, ça, c'est trop bien. Donc, ouais, ça, c'est pour les taux de clic. Le watch time, ça va amener, on va dire, petit quick win, enfin, petit conseil comme ça. Il faut avoir des watch time au-dessus de 4-5 minutes minimum pour que ta vidéo ait des chances de fonctionner. Dans la plupart des cas, évidemment, il y a des créateurs qui arrivent à faire des vidéos de 3-4 minutes qui marchent, mais c'est plus tellement la méta aujourd'hui. Donc ça veut dire que globalement, si t'es pas forcément très très bon en rétention au début de ta chaîne, fais plutôt des vidéos de 10, enfin au-dessus de 10 minutes, idéalement plutôt 15-20. 15-20 est un bon sweet spot, et ça veut dire que tu es obligé de trouver des sujets suffisamment intéressants pour en parler 15 minutes. Et sur des vidéos beaucoup plus longues, comme un podcast comme l'émission qu'on est en train de faire là, après c'est un format, voilà, encore une fois c'est du talk, c'est peut-être un peu à part, mais sur des vidéos storytelling par exemple, qui durent 45 minutes, auxquelles peut-être moi je vais plus m'assimiler si je compare encore une fois avec cette chaîne du coup Solocrea. C'est quoi un bon taux de rétention? Est-ce que c'est des gens qui regardent 10 minutes, t'es content justement, ou est-ce que... Alors il y a on a des moyennes, on va dire, en fonction des durées de vidéo pour voir qu'est-ce qui est une bonne rétention ou ce qui est pas une bonne rétention. En gros, tu te bases par rapport à la moyenne YouTube. C'est les données que YouTube m'avait communiquées une fois, donc un peu. Enfin, tu sais, il y a des. C'est combien? Ils ont des teams. En fait, ça dépend de la durée de ta vidéo justement, mais globalement. C'est un pourcentage, du coup, on peut parler. C'est un pourcentage. Voilà, donc une vidéo de 10 minutes, tu vises 50%. Il faut que tu vises 50% à peu près de watch time. Une vidéo de 20 minutes, t'es plus à 40. Et puis après, ça diminue au fur et à mesure de la durée de ton truc. Donc, une vidéo d'1 heure, tu es plutôt sur du 20%. Quoi. C'est-à-dire du 15-20%, c'est vraiment pas mal. Pour être au-dessus de la médiane, on va dire. Tu n'es pas dans le top 10%. Le top 10%, ils vont bien au-delà. Donc, nous, on a des clients qui font des vidéos où justement la rétention pour leur audience d'habitués, hein, j'insiste bien là-dessus,
Sur des vidéos d'1 heure, parfois, ils sont à 45-50%. C'est monstrueux. Ouais. Monstrueux. C'est fou. Okay. Mais pour les nouveaux viewers, c'est pas la même affaire. Donc voilà. Donc ça, tu regardes beaucoup, toi, parce que ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui semble évident, là, comme quand tu le dis, est logique, mais je crois pas que tant de créateurs le fassent, ça. C'est-à-dire de comparer les taux de clics entre nouveaux viewers et les autres, et le watch time entre les nouveaux viewers et les autres. Non. Donc toi, tu regardes, mais que pour les nouveaux viewers. Ouais, quasiment tout le temps. Après, si tu es en train de développer ton format communautaire et que tu sors une vidéo très communautaire, je vais évidemment regarder pour les habitués. Oui. Et je vais aussi regarder d'ailleurs le taux de like sur les habitués, parce que le pourcentage de gens qui ont liké, quand tu fais 2 vidéos qui font 50 000 vues pour ta communauté, et que tu en as une qui a 2 fois plus de likes, souvent ça dit beaucoup sur la perception des gens de ce format-là. Mais ouais, je regarde toujours ça. J'ai mon tableau de suivi de toutes les chaînes de nos clients que je mets à jour tous les mois, et c'est le premier truc que je regarde, c'est les stats des nouveaux viewers. Et systématiquement, ça explique très clairement pourquoi telle vidéo est partie virale, pourquoi telle vidéo est pas partie virale. Donc après, toute la question, c'est de détricoter et de dire où est-ce qu'on a merdé, comment ça se fait que cette vidéo-là, on pensait que le taux de clic des nouveaux viewers serait très bon, et en fait, il était un petit peu en dessous de ce qu'on espérait. Ça aide aussi beaucoup dans le lancement d'une vidéo. Je pense que tu vois bien comment ça marche, mais quand une vidéo a des super retours, une super rétention, mais que le taux de clic n'est pas à la hauteur, bah, tu vas changer de titre ou de miniature, tu vas tester des nouveaux trucs, tu vas A/B tester avec plein d'autres minias. Donc, ça nous permet de savoir si il faut changer et tester encore d'autres choses et continuer pendant un jour, 5, 6, 7 jours derrière, ou si on se dit, bah là, en fait, soit c'est mort, soit sur des nouvelles chaînes, il y a tout ce qu'il faut, le package est bon et tout, c'est juste que YouTube va pas trouver la bonne audience, laissons-la bosser dans son coin, ça va venir, quoi. Il y a ça aussi, quoi, un peu comme le SEO sur Google, où juste il faut du temps pour que ton site sorte de la sandbox, ouais. et soit juste de mieux en mieux référencé, indexé, etc. Sur le recrutement d'une nouvelle audience, j'ai une question technique, peut-être la plus technique de l'émission, là. Yes. Donc il y a l'outil d'A/B testing des miniatures maintenant qui est connu sur YouTube, donc qui permet d'A/B tester, comme je viens de le dire, uniquement les miniatures. Donc les titres, d'ailleurs, je sais pas si c'est prévu pour bientôt, enfin je sais que c'est prévu, mais pour quand? Est-ce que tu as l'info ou pas? J'ai pas l'info, mais on a aperçu On a aperçu un truc. L'info que j'avais jusqu'à présent, c'était YouTube qui m'avait dit c'est pas prévu. Ah. Et là, c'était il y a 2 ans qu'il m'avait dit ça. Oui. Et là, on a aperçu le truc, donc je suis trop content. Parce qu'en fait, la difficulté de faire de la B test que de Minia, c'est que tu es obligé de te fixer sur un titre. Ah oui, c'est trop chiant. Enfin, c'était trop bizarre. Différents concepts de Minia, quoi. Enfin, on parlera après des outils qui permettent de pallier à ça, etc. Mais je veux dire, c'était trop bizarre, je trouve, d'avoir fait ça. Enfin, ouais. Alors que là, tu pourras tester des angles différents avec titre Minia en combo. On pourra tester vraiment comme sur des créatifs Facebook. C'est ça. titre Minia, quoi. Ma question, du coup, un peu pointue, liée au recrutement de nouvelles audiences via l'A/B testing de miniatures. Ouais. Est-ce que, selon toi, l'outil du coup d'A/B testing natif là, de YouTube est biaisé? Parce qu'en fait... je vois d'où tu viens. Bah, je pose ma question Twitter. Oui, bien sûr. Bah, après, je pense que tous les nerds un peu de YouTube ont vu ce thread-là. En gros, le postulat, c'est de dire que l'A/B testing de Minia a été publié par YouTube pour aider les créateurs à trouver de meilleures miniatures et donc toucher de nouvelles audiences et donc faire plus de vues et gagner plus en abonnés. Mais la réalité du terrain étant qu'en fait... YouTube, quelle que soit celle des 3 miniatures qui est diffusée en fait par l'outil d'A/B testing, elle est montrée toujours en priorité. Donc ça fonctionne souvent comme ça d'ailleurs sur tous les algos, même TikTok, Insta, etc. à des échelles différentes. Mais un premier cercle, on va dire, d'audience. Au lancement de la vidéo. Voilà. Et si ce premier cercle d'audience valide en fait le contenu avec des bonnes stats de clics, rétention, watch time et tout, la vidéo sera diffusée avec des impressions sur un deuxième cercle plus élargi et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'une vidéo part virale. Donc en fait là on se retrouve avec un problème où si tu essayes par exemple dans l'A/B test de mettre une miniature à laquelle tu sais que ton audience habituée va bien réagir et que tu en mets 2 autres pour tester de recruter de nouvelles audiences, en fait tu as 2 miniatures sur 3 qui sont pas bonnes et donc tu as 2 tiers de ton audience habituée qui constitue ce premier cercle qui va voir des miniatures sur lesquelles ils vont pas cliquer et donc en fait ça te flingue ton taux de clic. Voilà, je m'arrête là, mais ouais. c'est difficile d'expliquer ça clairement. Mais en gros, est-ce que ce serait pas contre-productif cette Globalement, le message, c'est de dire si tu fais de l'ABC test, parce qu'on peut mettre 3 minias au lancement de ta vidéo, ça va surtout toucher tes abonnés, tes habitués, qui ne réagissent pas pareil que les nouveaux viewers. Donc du coup, est-ce que t'es pas en train de flinguer ta portée parce que tu vas tirer une conclusion sur les gens que tu cibles pas, entre guillemets. C'est bien mieux d'expliquer que... Analyse, synthèse. Donc, pour ça, il y a plein de... C'est méga intéressant. Déjà, on ne sait pas exactement ce que teste réellement le système d'A/B test de YouTube. C'est tout à fait possible que l'A/B test de YouTube se base sur le watch time des nouveaux viewers. En fait, en vrai. On ne sait pas s'il se base sur le watch time des viewers réguliers. Probablement qu'effectivement, ils prennent tout le monde et qu'ils ne font pas la distinction, en partant du principe que possiblement, si ça fait plus cliquer la communauté, ça marchera aussi pour les nouveaux.
La plupart du temps, effectivement, c'est pas le cas. Nous, on constate que souvent, tu as une mini-IA qui part, qui génère plus de watch time chez les nouveaux viewers, et dans le temps, tu en as une autre qui prend le dessus quand on laisse la B-test suffisamment longtemps. Mais voilà, rien ne dit en tout cas que en tout cas, si j'étais chez YouTube, moi je ferais ça. Je mettrais un système qui dit je veux que ma vidéo soit découverte par des nouveaux viewers ou pour ma communauté, et du coup ça déciderait sur quelle audience la B-test se fait. Parce que ça, ils sont capables de le faire en fait en vrai. Mais t'as raison, je pense qu'ils le font pas. Donc nous, comment on pallie à ça? Déjà, on a des chaînes YouTube sur lesquelles le créateur va mettre sa mini-IA, celle qu'il préfère, au lancement de la vidéo, et où on attend genre 48 heures avant de mettre la B-test. Ça, c'est un moyen que tu as pour faire ça. Pour assurer un bon lancement, du coup. Ouais. Tu vois, on l'a souvent avec des créateurs qui sont très qui sont hyper impliqués dans leur contenu. On parlait de TPZ tout à l'heure, il est totalement dans ce cas-là. Généralement, il est in love de certains concepts de miniature qu'il a créés dans sa tête, etc. Et même nous, des fois, on n'arrive pas forcément à avoir du poids pour lui dire, on pense que c'est pas forcément le meilleur, etc. Et donc on dit, vas-y, lance avec ça. C'est toi qui connais le mieux ta communauté, si ça se trouve, ça a très bien marché pour eux. Et puis, par contre, reste ouvert, si au bout de 24 heures, 48 heures, ça marche moins bien, mets la B-test en place avec Dominia, tu vois. Donc des fois, on le fait comme ça. L'autre chose que moi, je fais systématiquement et que nos stratégistes font aussi, c'est que en fait, on observe l'évolution dans le temps des résultats de la B-test. Donc la B-test, il va vous donner des pourcentages. Il va te dire, tel combo, il génère 40% du watch time sur cette vidéo, celui-là 20%, celui-là 30%. Je crois qu'il nous manque 10%, mais c'est pas grave. Et en fait, tu vas voir, donc tu as ton 40, 30, 30 par exemple, au lancement de la vidéo. Et on dit toujours au créateur, là, vous ne faites rien, vous laissez le truc faire, etc. Et moi, je vais faire mes petites captures d'écran, toutes les 5-6 heures, par exemple, et je vois comment ça évolue. Et donc, tu vois celle qui remonte, en fait, derrière. Enfin, c'est hyper chiant, c'est hyper... ça demande une rigueur. C'est un peu chronophage, ouais. Mais du coup, tu vois que peut-être après 2-3 jours, celle qui était à 40, elle est passée à 37, et t'en as une qui était à 30 qui est passée à 36. Et donc, le système aurait tendance à choisir celle qui est passée à 37, mais nous, on sait très bien que sur les nouvelles audiences, c'est plutôt celle qui est en train de grimper qu'il faut laisser. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va intervenir et qu'on va... Voilà. Donc, tu vois, on corrige un peu le truc. C'est hyper laborieux. Enfin, genre, le commun des mortels, à la limite, tu vois, que des gens comme toi et tes collaborateurs le fassent, c'est make sense encore, tu vois. Mais tu vois, qu'un créateur ait à faire ça, c'est contre-productif, tu vois, je pense, pour YouTube. Il y a la même chose d'ailleurs sur les stats, tu sais... Enfin, j'imagine que tu fais plus ou moins la même chose, mais sur les stats de vue, enfin les métriques, on va dire, sur un stade de vue particulier, parce que tu parlais tout à l'heure du CTR qui veut tout et rien dire, parce qu'en fait, en fonction du nombre de vues que tu fais, plus tu fais de vues, plus ton taux de clic va baisser mécaniquement, c'est normal. Mais donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de comparer à valeur égale de vues des métriques. Par exemple, le CTR, tu vas le comparer entre 3 vidéos, au moment où elles ont fait 100 000 vues, tu regardes à 100 000 vues quel est ton taux de clic entre 3 vidéos. Et ça, pareil, YouTube permet pas de le faire, à ma connaissance en tout cas, automatiquement. Donc tu es obligé d'attendre que ta vidéo elle fasse 100 000 vues, aller prendre ton screenshot et te constituer ton backlog. Enfin, c'est hyper. Ouais, on va dire, t'as une fonction un peu cachée dans les analytics qui te permet de comparer les perfs des vidéos à 24 heures ou à 7 jours. Donc tu peux voir toutes tes vidéos au bout de 24 heures. Quel taux de clic elles avaient. Et c'est quand même assez rare que tu aies une vidéo qui soit partie méga virale dans la première 24 heures. Ça peut arriver, hein, mais dans ce cas-là, tout va bien. En fait, tu t'en fous. Et quelque part, nous, on a développé un outil qui fait la même chose, mais en filtrant que les vues de la navigation. Donc nous, on regarde les perfs à 7 jours en navigation, taux de clic, rétention, etc. Et ça permet globalement de bien comparer les différentes vidéos d'une chaîne, parce que tu parles à peu près à la même audience. Parce que suggestion, tu vas avoir des vidéos qui vont péter en suggestion et d'autres pas du tout. Recherche, c'est pareil, donc c'est pas fiable pour comparer les vidéos, alors que navigation, tu as un peu toujours les mêmes audiences, parfois plus nombreuses, mais voilà, globalement, c'est ça qu'on a trouvé le plus fiable aujourd'hui. Petite question aussi, alors à laquelle j'ai jamais réussi à avoir de vraies réponses, peut-être que tu l'as pas non plus, mais je te la pose au cas où, parce que tu travailles en plus avec beaucoup d'entreprises et de marques qui sont peut-être plus enclines à faire ça. Est-ce que mettre de l'ADS, enfin en gros payer pour faire monter ses vues tout simplement, est une bonne strat, ou est-ce que ça plombe ta chaîne? Parce qu'il y a un peu le mythe côté créateur qui est c'est vraiment Satan, il ne faut jamais mettre un seul centime. Parce qu'en gros, le raisonnement derrière, c'est de dire que si tu commences à payer YouTube pour mettre en avant tes vidéos, certes tu vas faire plus de vues, mais ensuite l'algo va arrêter naturellement de pousser tes vidéos organiquement pour t'inciter à remettre la main au pot en fait à chaque vidéo que tu sors. Alors on a eu des clients qui ont mis un peu de pub, on a eu des clients qui ont mis beaucoup de pub pour plein de raisons différentes, des fois des bonnes raisons d'ailleurs, c'est assez rare, mais des fois il y en a qui ont des bonnes raisons. Ce qu'on a constaté en termes de stats, c'est que c'est ni bon ni mauvais. C'est-à-dire que ça va pas pousser ta vidéo, ça va pas générer de l'organique en plus, et ça va pas killer ton organique non plus, globalement. Donc c'est au niveau de la vidéo. C'est au niveau de la vidéo, c'est juste neutre. Ça va t'apporter généralement des abonnés, des viewers totalement inactifs. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt pour développer ta chaîne, à part faire grimper ton nombre d'abonnés, ce qui peut être un intérêt pour certains.
Certains se privent pas de le faire. D'autant plus qu'il y a un petit bug dans la matrice en ce moment là-dessus qui permet de gagner beaucoup d'abonnés pour pas cher. Totalement légalement, mais je sais pas si tu es au courant dans le détail là-dedans, mais ouais, si tu veux, allez, c'est marrant. Ouais, c'est marrant, vas-y. Donc aujourd'hui, là au moment où on enregistre, je sais pas si ce sera toujours le cas, mais ça fait déjà peut-être 6 mois que ça existe. Dans YouTube Studio, tu as un onglet promouvoir pour promouvoir tes vidéos. Donc ça marche pas si tu le fais par la régie Google Ads, etc. C'est vraiment dans YouTube. Et quand tu fais promouvoir, tu peux choisir si tu veux des vues, des abonnés ou de l'engagement sur ton site web ou je sais pas quoi. Si tu cliques sur je veux des abonnés, en fait, il y a un algo derrière qui va tester la pub de ta vidéo dans différents pays, sur différentes audiences, et qui va voir quel est le pays, l'audience sur lequel ça s'abonne le plus. Et ensuite, ils vont mettre tout ton budget là-dessus. Donc tu vois, il y a d'espèces d'A/B test énormes là-dessus. Ils le font forcément à l'échelle mondiale. Ah, ils le font, généralement, je crois que tu choisis, soit tu choisis un pays, soit tu choisis une langue. D'accord. Donc là, on parle en francophone, par exemple. Mais je sais qu'aux US, ils ont le même problème. Donc en francophone, quand tu fais ça, tu vas te retrouver avec une vidéo qui est mise en avant en Algérie, sur smartphone, à 99%. Et durée moyenne de visionnage 3 secondes de ta vidéo, à peu près. Et taux d'abonnement 30%. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui regardent 3 secondes de ta vidéo, tu en as 30 qui s'abonnent. Tu vois le problème ou pas? Là, sachant qu'en organique, en général, sur 100... C'est des fermes. Sur 100 personnes à qui tu montes ta vidéo, il y a 1 ou 2 personnes qui s'abonnent, quoi. Donc, j'ai pas l'explication derrière. J'en ai parlé à YouTube dans notre petit point mensuel. Ils m'ont dit, on n'était pas au courant, mais on voit pas le problème, parce que si les gens veulent des abonnés, ils ont des abonnés, tant mieux. C'est vrai, or, t'as des créateurs qui se refilent un peu l'astuce pour passer les 100 000, avoir leur trophée, être plus séduisant auprès des marques, etc. Donc, voilà, je sais que ça peut poser problème là-dessus. J'ai une théorie, mais qui n'est pas du tout vérifiée, mais ma théorie, c'est qu'effectivement, tu sais, il y a des sites qui te permettent d'acheter des vues, des clics, des abonnés, que ces sites-là, probablement, en gros, vont se connecter en automatique avec des bots à YouTube et cliquer sur un certain type de pub. Je pense pas qu'ils soient capables de filtrer et de dire ne clique que sur la pub de telle chaîne et pas sur la pub de telle chaîne. Donc je pense qu'ils s'abonnent à toutes les vidéos qui font ce type de pub dans ce pays-là, donc probablement en Algérie sur smartphone. Et du coup, tu te retrouves avec des taux d'abonnement monstrueux. Okay, c'est des abonnements totalement inactifs, évidemment. Où est l'intérêt économique? Je ne sais pas, parce que j'ai dit que c'était peut-être des fermes, parce que effectivement, c'est peut-être un effet dérivé des fermes qui viennent des sites d'achat de vues d'abonnés, justement. Je pense que c'est ça. Ok, bon, marrant. Petite anecdote comme ça. Truc qu'on découvre. Okay, et donc ça, en gros, acheter des vues ne va pas tuer l'organique de ta vidéo, mais ne va pas le booster non plus. Non. Donc c'est juste, t'as ce que t'achètes, c'est-à-dire t'achètes des vues. Fin. Et au niveau de la chaîne, alors, si tu achètes des vues sur 3 vidéos d'affilée, par exemple, est-ce que YouTube va t'inciter à continuer à le faire ad vitam en flinguant ta chaîne sur le reach organique On l'a pas vu. Pour l'instant, on l'a pas vu. On a certains de nos clients qui, pour des raisons X ou Y, mettent de la pub quasiment sur chacune de leurs vidéos. Et de temps en temps, quand il y a une vidéo qui part virale, ils mettent pas de pub du tout, parce qu'en fait, ils veulent atteindre un certain nombre de vues. Voilà. Et... non, il n'y a pas d'impact sur les performances organiques. YouTube nous le dit, que c'est 2 algos très différents, l'algo qui gère les ads et l'algo qui gère l'organique, et je le crois. Donc, en tout cas, on ne l'a pas constaté. Et c'est quoi une bonne raison de faire de l'ads alors sur YouTube? Globalement, c'est avoir une chaîne qui affiche beaucoup d'abonnés ou beaucoup de vues. En fait, donc souvent, c'est plus pour les questions de partenariat. C'est des gens qui ont vraiment limite, ils s'en foutent de créer une communauté ou de monter un truc qui leur ressemble, etc. C'est un business, ils veulent développer leur truc et ils savent que s'ils veulent aller voir un client ou voir un sponsor potentiel, ils doivent avoir minimum tant de vues par vidéo et minimum tant d'abonnés, sinon on leur parle pas. Je dis n'importe quoi, tu veux te mettre à tester des produits, c'est probablement un très mauvais exemple, mais tu veux tester des produits Apple, et tu te dis Apple ils envoient aucun produit à des chaînes en dessous de 200 000 abonnés, bon tu sais tu vas atteindre les 200 000 le plus vite possible. C'est un exemple, mais c'est un mauvais exemple. Mais en fait, parce que je pense que Apple, font assez peu de partenariats, et ils comprennent très bien les mécanismes de YouTube. Mais tu as des domaines dans lesquels les boîtes, elles pigent que dalle à comment ça marche, et regarde encore juste le nombre d'abonnés de la chaîne pour savoir si c'est pertinent de faire un sponsor, quoi. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point. Alors on n'est pas obligé d'y passer beaucoup de temps, mais juste rapidement, c'est quoi les outils un peu extensions, etc. Il y en a plein que tu préfères et celles que tu trouves surcotées. Je peux t'en lister certains, tu vois, avec mon avis au passage. Mais par exemple, je trouve, tu vois, que TubBuddy, c'est l'un des plus anciens, mais c'est un peu surcoté aujourd'hui. Enfin, c'est plus si utile. Il y a les vidIQ, ViewStat, l'outil de MrBeast, One of Ten. Thumbnail Test pour l'A/B test des miniatures et des titres, que je trouve sous-côté pour le coup. Investor Kitchen pour te permettre de valider ou non des idées, etc. Donc là, c'est vraiment plus niche, je pense que personne ne connaît ça. Je connais depuis hier. Ah ouais, c'est marrant. Enfin, je suis pas dedans, mais du coup, j'ai appris. En plus, l'outil est fermé, donc vraiment, même pas forcément intéressant d'en parler, mais voilà, j'en ai cité là quelques-uns. Est-ce qu'il y en a d'autres, toi, qui sont pépites et que tu recommandes pour des gens qui veulent un peu
approfondir YouTube, la data, etc. Donc là, ce que je viens de citer, Viewstat, One of Ten, etc., c'est des outils qui vont te permettre de trouver des idées facilement au travers des outliers, on va dire, donc les vidéos qui surperforment sur d'autres chaînes, par exemple. Donc tu vas pouvoir te balader, l'extension te permet de voir sur YouTube, en gros, t'as le petit multiplicateur sur toutes les vidéos, donc voilà, une fois que tu l'as, c'est plus difficile de s'en passer, on va dire, mais ils se ressemblent, on va dire, un peu tous, j'ai l'impression quand même, ces outils. Pour moi, il n'y a que Thumbnail Test qui est vraiment à part et qui permet de vraiment faire des trucs, quoi, utiles. Est-ce que t'en as d'autres et t'en penses quoi? Ouais, alors c'est des outils que j'ai pas mal poncé pendant longtemps, que j'utilise de moins en moins, en fait, en vrai. Je crois que le seul qui est constamment installé chez moi, c'est vidIQ, juste pour les outliers. C'est vraiment juste pour ça. Donc tu pourrais utiliser n'importe lequel autre. Ouais, voilà, One of Ten, ça marcherait pareil. Alors ils ont pas les mêmes algos, je crois qu'ils calculent pas pareil, mais globalement, ça fait la même chose. One of Ten, je crois que j'ai pris l'abonnement chez eux. Ce qui m'intéressait, c'était la base de données qu'ils avaient derrière sur leur site, tu sais, où tu peux explorer la base de données. Et malheureusement, la base de données, elle a 0 chaîne YouTube francophone. Donc en fait, ça fait un peu chier. Moi, je voulais l'utiliser en fait pour surveiller les chaînes concurrentes de nos clients. Et faire, limite, tu te fais une liste de voilà, toutes les chaînes concurrentes de mon client, envoie-moi une notif dès qu'il y a un outlier sur une chaîne concurrente. Parce que c'est un truc qu'on fait un peu à la main pour nos clients, pour leur dire tiens, regarde, en ce moment, là, tel type de format marche bien dans ta niche, tu devrais peut-être y aller. Et donc ça m'intéressait d'avoir un outil qui fait ça un peu en automatique. Et voilà, malheureusement, ça marche pas sur One of Ten, donc j'utilise jamais. Mais voilà, vidIQ pour la partie outlier. TubeBuddy, enfin tout ce qui est travail sur les tags, etc., c'est un truc qu'il faut absolument oublier, ça sert à rien du tout. Ça a servi à une époque. C'est vrai qu'on on n'a pas parlé des tags, mais il y a encore beaucoup de gens qui croient que c'est hyper important et qu'il faut bien choisir les tags qu'on met sous sa vidéo, etc. Mais comme c'est quelque chose de manuel, c'est quelque chose qu'on peut facilement cheater. Et donc évidemment, YouTube, dès le moment où ils ont réussi à scraper les données d'une vidéo avec le transcript, etc., c'est beaucoup plus fiable de se baser là-dessus que de se baser sur les tags qu'on met à la main. Donc voilà, mais ces outils, malheureusement, se sont construits là-dessus, sur les scores de tags et compagnie. Après, il y a des trucs un peu... Quand tu vas sur les offres élevées des TubeBuddy, vidIQ, etc., tu as des trucs assez sympas. Je crois qu'il y a de l'analyse de Minia sur TubeBuddy en particulier, qui va en gros te faire des catégories genre Minia avec visage sans visage, Minia avec texte sans texte, etc., qui donne un peu des stats sur celles-là, elles te font plus de watch time, celles-là, elles te font plus d'autoclick, etc. Et c'est plutôt sympa d'avoir cette vue statistique-là, on va dire. Mais voilà, globalement, ces trucs-là, ça te donne des stats, ça te permet de voir les stats un peu autrement. Viewstat, c'est pareil, de MrBeast. Donc c'est plutôt sympa, mais nous, on l'utilise pas beaucoup. On l'utilise un peu quand on va faire des stratégies de contenu et qu'on va analyser la concurrence avant qu'un de nos créateurs se lance, pour voir un peu l'état des lieux du domaine. Il y a un outil qui est ultra poussé, mais probablement trop, qui s'appelle Morning Fame. Je sais pas si tu connais. Même pas. C'est un Allemand qui a développé ça. C'était au départ fait pour vraiment... performer sur la recherche, au départ, c'était ça l'idée. Mais vraiment, le machin, il te fait des nuages de mots-clés monstrueux, tu peux cliquer, ça t'amène à plein d'autres trucs. Enfin, c'est beaucoup trop de data. Je pense que c'est un malade de la data, ce gars-là. Et donc, il y a des trucs qui sont à jeter dedans, mais il y a des trucs qui sont vraiment incroyables. Et notamment, il nous aide beaucoup quand on fait des strats, effectivement, parce que tu vas lui donner 2-3 chaînes YouTube et il va aller te trouver toutes les chaînes associées à ces chaînes-là, donc il va te faire un peu un listing de chaînes qui parlent de la même thématique, qui sont performantes dans la même thématique, etc. Ça permet de trouver les concurrents facilement. Ouais, et ça c'est vraiment plutôt balèze pour ça. Et sur ta chaîne, tu vois, il va te classer plein de vidéos selon plein de critères différents, etc. Donc c'est assez marrant d'aller voir. C'est pas très cher d'ailleurs. Ça coûte combien? Je crois qu'il y a plusieurs offres, mais je dois être sur l'offre qui est à 20 balles par an, un truc comme ça. vidIQ, pareil, t'es sur... Tu payes du coup vidIQ? Je crois. Après, le problème, c'est que c'est souvent ces boîtes-là, elles me filent une version. Tu vois, j'ai la version Legend de TubeBuddy, mais je la paye pas. Okay. Donc voilà. Donc Morning Fame, c'est assez sympa, mais on peut vite se perdre dedans. Ça peut vite prendre beaucoup de temps pour pas beaucoup de résultats, mais c'est pas grave, c'est marrant. Et après, tu as tous ces systèmes. Donc vidIQ le fait, et puis j'ai plus le nom, mais tu as un autre truc qui est bien sorti là-dessus, qui permet normalement de t'aider à préparer tes vidéos, à faire tes outlines, à faire tes scripts, etc. Je suis pas loin d'avoir le nom, mais c'est pas grave. Et en fait, ces outils-là, ils utilisent pas mal d'IA. Ils vont analyser un peu ta chaîne, voir les sujets dont tu parles, ils vont te proposer des sujets de vidéo, ils vont t'aider à trouver tes titres et tout. Ça, j'en ai jamais testé, des outils. Moi, c'est vraiment tous les classiques là qu'on vient de citer, que j'ai déjà utilisé. Mais après, tout ce qui est vraiment une fois que tu as décidé quelle vidéo tu voulais faire, tout ce qui est script, titre, etc., j'ai pas trop. Les trucs d'idéation et tout, ça a pas mal d'avenir. La problématique là-dedans, c'est que souvent, ça se base sur juste un Spotter, peut-être. Spotter, exactement. Donc Spotter, tout le monde en a parlé. Je me suis dit, ok, je vais le tester. Je l'ai pris pendant 48 heures, j'ai grindé le truc. Et en fait, on a un peu le même résultat que quand on parle correctement à un ChatGPT. Et la problématique de ça, c'est qu'en fait, ça se base uniquement sur ce que ChatGPT pense qu'est une bonne vidéo YouTube. Et ChatGPT ne sait pas ce qu'est une bonne vidéo YouTube. Et donc tout le problème repose là-dessus, c'est-à-dire que ça va toujours te sortir des trucs qui sont
vu et revu, un peu creux, etc. Il y aura toujours un ou plusieurs trains de retard, en fait. C'est ça, ouais. Et donc, en fait, les bons outils qui utilisent de l'IA sont des outils qui sont entraînés sur de la donnée réelle. Et tu vois, par exemple, nous, sur la partie script, chez nous, dans notre process, on a une partie IA qui nous permet de faire un premier jet. Alors, on doit driver un peu l'IA, on lui met énormément de données avant, etc. Mais on l'a entraîné format par format. Donc, par exemple, tu veux un script de vidéo essai, par exemple. Nous, on a entraîné l'IA sur un certain nombre de vidéos essais qu'on a bien soigneusement sélectionnées dans le YouTube francophone. On met évidemment pas des vidéos d'ego là-dedans, parce que, par exemple, lui, c'est un ovni, et il y a plein d'autres raisons que sa structure de script qui fait que ça marche. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, c'est des vidéos où le fond est naze, mais la structure est tellement bonne que la vidéo a marché quand même. Bon. Donc, c'est cette structure que tu veux. Donc, du coup, nous, on va dire à notre IA, on a notre process sur Claude, en réalité, de se baser sur cette structure-là, ça te fait ton squelette de script. Et après, par contre, il nous faut la matière grise. Et donc, c'est là où on a besoin du créateur. Et donc, on a un process pour extraire la matière grise du créateur, parce qu'évidemment, sans ce que toi, tu as envie de raconter, ça va être naze, quoi. Et donc, du coup, on extrait tout ça. On fait aussi un profil créateur qui va savoir ta façon de parler, ton rythme de parole, les types de langage que tu utilises, etc. Et tout ça nous permet de faire une V1 qu'on peut peaufiner un peu. Notre scriptwriter, il repasse dessus, il réécrit. Et en gros, du coup, en une demi-journée, on sort des bons scripts. Et je suis le premier client de ça parce que toutes mes vidéos maintenant elles passent par là. Et ça fait des bangers. Enfin, en termes de rétention, on voit une vraie différence et ça marche vraiment bien. Et pour autant, voilà, on avait testé plein de systèmes type Spotter et compagnie, ou bien le truc qu'on a tous fait, c'est demander à ChatGPT de te faire un script. Et là, on est dans un autre niveau, donc c'est plutôt cool, ça marche bien. Et globalement, c'est ça. Les IA qu'on veut trouver, c'est des IA qui sont entraînées sur une base de données réelle. Et donc, on est d'accord que c'est pas des trucs méga complexes d'agents IA dans tous les sens et tout, c'est juste un bon prompt avec un bon dataset, quoi. Là, dans le process, tu as quand même une douzaine de prompts il y a 12 prompts qu'il faut faire successivement, checker les étapes. Enfin, c'est pas genre, voici mes 25 meilleurs scripts des 3 derniers mois. Et, non, on n'en est pas encore sur ce format. Sinon, on sort un SaaS si on est à ce niveau-là. Mais voilà. Ça avait l'air... t'avais l'air d'avoir craqué le truc et de l'avoir rendu simple, mais en fait, non, c'est pas si simple. Non, mais disons que, tu vois, l'an dernier, quand on a commencé à nous demander des scripts, on faisait appel à des scriptwriters, souvent des anciens journalistes, etc. Tu comptes 1 à 2 semaines pour avoir ton script, et tu comptes un budget entre 1000 et 2000 balles. Et souvent, c'est des scripts qui sont très bien écrits, très bien recherchés, mais pas optimisés pour la rétention YouTube. Et donc souvent, on se retrouvait à les retravailler derrière. Et du coup, c'est pour ça qu'on a développé un peu tout ce système-là, parce que ça permet d'avoir des putains de bonnes rétentions sur les vidéos, et c'est ça que les clients veulent quand ils viennent chez nous. Et ça permet de sortir des scripts en une demi-journée. Alors, on dit 48 heures, tu vois, parce que des fois, on en a qui s'alignent derrière, mais voilà, globalement, ça marche plutôt bien. Il y a toujours des trucs qu'on peut améliorer. Tu vois, par exemple, on a un petit souci parfois ça, c'est le scriptwriter qui doit le corriger, mais des fois, il va faire une accroche et une intro derrière qui reprend un peu ce qui a été dit dans l'accroche. Tu vois, ce genre de petits détails, mais ça, c'est assez facile à corriger. Donc, tu vois, petit à petit, on l'améliore. Et là, je te parlais du format vidéo essai, mais on a parlé si tu veux faire des guides complets, si tu veux faire... Enfin, voilà, tous les formats, on essaie de développer ça. Il y a des formats où c'est plus compliqué que d'autres, d'ailleurs. Mais ouais, c'est cool. Trop stylé. Bravo, franchement, ça donne envie. C'est un peu le rêve de réussir à un peu processiser cette partie-là, qui est la plus difficile en réalité. Et donc, du coup, la data réelle dont tu me parles et sur laquelle vous vous basez, c'est vos meilleurs scripts, enfin vos outliers à vous, en tout cas, j'imagine. Oui, est-ce que tu vas aussi chercher celle des concurrents, tu exportes le script et... Ah non, tu veux dire pour entraîner le modèle ? Ouais. Non, pour entraîner le modèle, la plupart du temps, c'est pas nos vidéos, c'est plutôt des vidéos qu'on a, de notre veille, issues de notre veille sur YouTube. D'accord. Où tu sais que là, il y a un créateur qui a vraiment craqué un format et qui fait ça très 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 bien et qui génère des outliers régulièrement. Et le but de la manœuvre, c'est de lui dire, ok, prends cette structure que je te donne et tu l'appliques à mon format là sur lequel j'ai envie, ou est-ce que c'est de dire, prends ça, extraisant ce qui fait que c'est stylé et que ça marche. Extraisant ce qui fait que c'est stylé et que ça marche. D'accord. Tu m'as dit qu'il y en avait 12, donc je vais pas tous les faire, mais en tout cas, voilà. En gros, c'est ça. Tu m'as dit qu'il y avait 12 prompts. Tous les prompts. Ouais, en fait, j'essaie vraiment de comprendre comment tu utilises, parce que moi, de mon utilisation, c'est quand même souvent pas ouf, quoi, ce qui en ressort. Ouais, mais en fait... j'ai juste pas poussé le truc assez loin. Je t'avoue que c'est pas moi qui l'ai construit, l'outil. Hein. C'est notre scriptwriter en chef dans l'équipe. Okay. Donc, je le maîtrise moins bien que Lucas. Okay. mais je sais qu'il y a des étapes, en fait. Tu ne peux pas aujourd'hui avoir juste un petit prompt, l'envoyer et hop, t'as un truc impeccable. Il faut le faire par étapes, checker à chaque fois. Des fois, le truc qui part en live, il faut le recentrer. Donc, non, c'est un petit peu... C'est un process qui est un peu long. C'est pour ça que je te dis c'est une demi-journée de travail. C'est-à-dire que nous, c'est 4 à 5 heures de boulot pour sortir un truc que tu fais en 5 minutes, quoi. Voilà. Mais c'est ce qu'il faut pour avoir un truc qui tienne la route. Et quand tu l'envoies aux clients, ils disent « Ouais, j'aurais pu écrire ça. »
Tu vois, ça aurait pu être moi qui l'ai écrit, et il y a dedans tout ce que je t'ai raconté, et c'est fact-checké, etc. Et là, on parle de scripts qui sont longs, en plus, potentiellement, ouais. c'est pas un script d'une vidéo de 5 minutes, quoi. Ouais. Là, on parle, tu vois, si tu veux faire un petit tuto, tu vas le faire tout seul, il n'y a pas besoin. Mais pour des scripts de vidéo essais, surtout pour certains de nos clients qui veulent aller sur ce format-là, qui l'ont jamais fait. Quand tu dis essai, c'est ce que moi j'appelle storytelling. Ouais, c'est ça. Okay. Storytelling. Donc, ouais, voilà, globalement, il y a toujours une dernière passe à faire. Moi, ça me reprend 1 heure, 1 heure et demie à faire une dernière relecture, réécriture pour finir 2-3 trucs. Et, voilà. Mais ouais, on est trop content. Question pour clôturer un peu tous ces sujets-là qu'on a abordés, mais comment est-ce qu'au milieu de tout ça, tu fais pour garder le côté artistique et surtout l'authenticité du créateur? La question même, elle est pour toi sur tes propres chaînes, tu vois. Ouais. Parce que t'es au milieu de... En plus, il y a tellement de bruit tous les jours, il y a des nouvelles astuces, des nouvelles possibilités, des nouvelles trends, des nouveaux indicateurs, enfin, tu vois. Rien que là, avec tout ce qu'on a dit, tu vois, je me dis, waouh, quelqu'un qui écoute, il sort et se dit, mais en fait, je vais jamais réussir, tu vois, à faire des trucs sur YouTube avec tout ce qu'il faut connaître, ouais. etc. Comment tu fais juste pour voilà, rester authentique et faire une vidéo qui marche sans te prendre la tête? C'est une super question, en fait. Et je suis pas sûr qu'on le soit complètement, en réalité. De quoi, authentique? Ouais. En fait, il y a des créateurs qui pop régulièrement avec un format qui est sorti de nulle part et tu te dis, waouh, incroyable, génial. Donc c'est possible, mais c'est souvent des ovnis. On parlait tout à l'heure de la tendance du no-editing, etc. C'est des cas très 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 spécifiques. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le no-editing, pour ceux qui savent pas ce que c'est l'idée de dire qu'en fait aujourd'hui les gens ils veulent des émotions pures, des textes pas préparés, une vidéo où il y a 0 montage, c'est juste naturel. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait 99% des vidéos de YouTube sont du no-editing. La vidéo de Tata Josette qui donne son avis sur les élections ou je sais pas quoi, c'est du no-editing et pourtant ça fait 3 vues. Donc en fait, si c'était une méta, ça se saurait depuis très longtemps. Et les gens qui performent en no-editing, souvent sont des personnes qui ont un truc extraordinaire. Le fameux Sam Sulek avec des muscles de 12 kilos. Ouais, ou des expériences de vie hors du commun, donc Guillaume Moubèche. Voilà, un Moubèche qui fait des boîtes à 150 millions. Évidemment que le gars, tu l'écoutes, quel que soit ce qu'il raconte. Mais la plupart des gens qui sont pas ultra intéressants de base, ou en tout cas on va pas cliquer pour eux, c'est un format qui marche moins bien, quoi. Mais donc voilà, pour revenir sur le côté authentique, déjà nous on essaie de trouver le format qui va bien coller avec ce que tu veux délivrer en fait, comme message. Donc des fois en fait retrouver un format qui te ressemble, ça peut aider. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu as du script, où tu as travaillé l'angle à l'avance, etc., tu perds un peu ce côté bon les gars, je vais vous parler d'une petite anecdote, il m'est arrivé un truc de fou. Et ça c'est un truc, moi j'aimerais bien le faire plus déjà dans mes propres vidéos. Et c'est un truc que je pense, je suis même convaincu, c'est un truc qui va arriver dans les prochaines années sur YouTube, c'est de mixer ces formats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est du full storytelling où il faut que ce soit... limite, en fait, on a des gens qui vont avoir un ton journalistique quand ils présentent des vidéos. Ça fait pas du tout naturel, mais ça marche bien, ça s'écoute bien. Et je pense qu'il va falloir mixer des trucs, des vlogs où à un moment, le gars, il se pose et il fait « Putain, il vient de m'arriver un truc incroyable, les gars. » Tu vois, qui parle près de son micro. Ouais. Et pareil pour les formats émissions, et pareil pour les formats storytelling, etc. Je pense qu'il faut faire des pauses en fait dedans pour être un peu plus vrai par moment. Et t'as pas besoin que toute ta vidéo soit comme ça. Mais 1 minute ici ou là. Je trouve que Seb le fait bien. Moi, je trouve qu'on ressent beaucoup que Seb, toutes ces vidéos, elles sont écrites pas par lui. Enfin, tu sais que c'est bien pensé, millimétré, etc. Bref, un peu sur la base de tout ce qu'on a dit. Mais lui, au milieu, il rajoute des trucs, tu vois. Ça, tu sens qu'il est en mode, vas-y, là, ça fait 20 minutes que je lis un script, viens, je fais une vanne sur ma moustache, tu vois. Mais ça, c'est ultra dur. En fait, on se rend pas compte, c'est ultra dur. C'est un peu l'effet Steve Jobs, en fait. Steve Jobs, il avait l'air d'être super naturel sur scène, et le gars, il répétait 1000 fois son discours avant de le faire. Et donc, en fait, quand soit tu fais ton truc sans préparation, et là, c'est naturel, mais c'est pas structuré, c'est chiant à écouter. Soit tu commences à le préparer, on pourrait parler des prompteurs, c'est un peu pareil, dès que tu passes sur un prompteur, d'un seul coup, ça devient un peu robotique, etc. Et dans ce cas-là, tu arrives sur du ton journalistique, et si tu veux revenir à un truc authentique tout en l'ayant préparé, il faut des répétitions, beaucoup de fois, soit en ayant fait énormément de contenu et être à l'aise, un peu comme ce que fait Seb, soit en tournant... je sais pas si t'as déjà arrivé, toi, de merder un montage 1 fois, 2 fois, 3 fois, et souvent la 3e fois, t'es vachement plus naturel, en fait, en vrai, que la première. Moi, je le fais pas, bien sûr, de faire ça, mais... Et du coup, moi, j'ai plutôt tendance à penser que plutôt que d'essayer de faire du format écrit, mais qui donne l'impression d'être naturel, c'est plutôt de préserver des temps dans ton script, où là, tu te dis, bon, là, j'ai pas scripté, mais raconter l'anecdote de X, Y, Z. Ça peut être un bon moyen de le faire. Sinon, peut-être ma petite astuce pour ceux qui aiment les prompteurs, c'est que souvent, par exemple, mon texte de prompteur, je le relis à voix haute et je le réécris comme je parle. Donc, par exemple, si j'écris je ne sais pas ce que je raconte, j'avais écrit je ne sais pas ce que je raconte, évidemment, si à la caméra je dis ça, ça fait bizarre, tu vois. Et donc, je vais écrire je sais pas ce que je raconte.
Et du coup, quand je le lis sur mon prompteur, je le lis naturellement. C'est tout con, mais ça aide. 100%. Ça, c'est très relou. D'ailleurs, je trouve, moi, j'ai travaillé avec plusieurs scriptwriters, etc., qui, en fait, ils écrivent comme si c'était un copywriting d'email, quoi, ou de newsletter, et t'es en mode, c'est illisible, tu vois. Alors, quand t'as ton prompteur, c'est impossible. Et donc, du coup, il faut repasser derrière et faire exactement ça. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme toi. J'imagine que ça dépend des personnes. Mais ouais, c'est un très bon tips, ça, pour le coup, je trouve. Bah, écoute, merci beaucoup. En vrai, on a eu une bonne discussion. J'avais pas mal d'autres questions que je m'étais notées, mais en vrai, on a quand même couvert pas mal de choses, là. Ouais. Est-ce que toi, il y a des choses qu'on a loupées, selon toi, qui te semblent intéressantes à aborder ou pas, liées à YouTube? Ouais, on n'a pas parlé de la fête des chasses, mais De quoi? la petite anecdote de la fête des chasses. Ah oui. Je sais pas si c'est un truc qui intéresse ou c'est vraiment très 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 off. Vas-y, mais non, mais raconte-moi, en vrai, c'est intéressant, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aussi. Ouais, donc ça, en fait, c'est sur ta chaîne. C'est sur ma chaîne photo, mais c'est vrai qu'on est amené, en fait, comme on aide des chaînes à péter pour les créateurs, souvent on arrive dans cette phase où ils commencent à être intéressants pour les sponsors, donc on les accompagne aussi là-dedans. Alors nous, on n'a pas une agence d'influence, mais on essaie de trouver les bonnes agences pour eux. Et donc, du coup, c'est intéressant. Moi, j'ai eu de l'expérience là-dedans, dans les sponsors. Et donc, c'était pendant le Covid, premier confinement. Il y a une agence, une boîte de com parisienne qui me contacte pour ma chaîne photo et qui dit on aimerait vous avoir au téléphone, on a une proposition à vous faire, ça peut être intéressant et tout. Je vais sur le site de l'agence, je vois qu'ils emmènent des youtubeurs en Islande, tester les boîtiers et tout. Je me dis, putain, très stylé, ça peut être très cool, quoi. Et là, j'ai la nana au téléphone et elle me dit, alors je vais pas passer par quatre chemins, le sponsor est un peu particulier, c'est la Fédération nationale des chasseurs. Ok, c'est quoi le délire, quel est le rapport avec la photo et tout? En fait, ils ont un messaging où ils aimeraient bien s'associer au fait qu'on va en forêt, il y a l'approche de l'animal, c'est un peu pareil en photo, il y a la chasse, parce que finalement, tu vois, on profite de l'extérieur, etc. Donc effectivement, il y a pas mal de choses en commun quand tu profites de ta balade, tu te rapproches de l'animal, etc. On shoot tous les deux à la fin, sauf que moi je déclenche une photo et il tire une balle dans la tête de l'animal, quoi, voilà. Mais bref, je dis, moi j'ai pas d'avis sur la chasse, je suis pas ni pour ni contre, j'en sais rien, enfin je me suis jamais posé la question. Donc je vais réfléchir, mais sachez que d'emblée, ce sera compliqué parce que j'ai des gens dans mon audience qui sont clairement anti-chasse et tout, photographe animalier, ça va pas. Donc si jamais je veux faire cette sponsor, il va falloir marcher sur des œufs, ça va être un peu complexe le script et tout. Donc j'aimerais quel était le budget. On n'a pas de budget, par contre, on peut vous payer le train pour aller en forêt. Yes, super. Donc je lui dis, c'est pas la peine, je vais faire mes petites recherches et regarder de votre côté si vous pouvez trouver un budget quand même. Donc bref, je fais mes petites recherches, je vois comment ils communiquent de façon horrible pendant le Covid. Donc t'avais le patron des chasseurs, les chasseurs avaient le droit de sortir pendant ce moment-là d'ailleurs, et ils gueulaient sur tous les médias pour dire que ils devaient sortir 3 ou 4 jours par semaine et pas 15 jours, et que c'était les pauvres chasseurs. Je vois leur campagne de pub qu'ils avaient faite qui était très très ambiguë, qui joue vraiment sur des trucs très malsains, tu vois, on adore la nature, on adore les animaux, machin. Tu sais, de nana avec un verre de vin, tu devrais venir dimanche, machin. Donc de trucs, tu te reconnais pas là-dedans. Je savais d'emblée que je ne la ferais pas, cette sponsor. Juste parce que je n'étais pas raccord sur le truc. Et élément d'ailleurs que je n'ai pas dit, c'est qu'il ne fallait pas citer le nom du sponsor. Donc je dis, déjà, moi systématiquement je cite le nom du sponsor, et puis en plus c'est pas légal en fait de pas dire le nom du sponsor. Ça s'appelle du lobbying en fait en réalité. Et donc bref, je lui dis, je vais pas le faire. Et elle me dit, j'aimerais bien qu'on voit avec le directeur de l'agence, il voudrait vous parler. Ok, donc on prend le directeur. Moi j'aime bien en fait aller au bout, savoir jusqu'où ils peuvent aller. Donc le directeur d'agence, il vient, il me dit c'est bon, on peut débloquer 3 000 € pour que vous puissiez faire la sponsor, ça va le faire, machin. Je dis ouais, mais même pour 3 000 je le fais pas, même pour 4 000 je le fais pas, tu vois. Puis elle me dit pour 10 000 vous le faites. Oui, le fois 3,5. Voilà, donc ils passent on a 0 budget à on a 10 000 de budget. Donc je pense qu'elle se graissait bien la patte, quoi, la boîte de com déjà. Et puis, et surtout, en fait, même si bien sûr ça peut être tentant de prendre un chèque et tout, mais quand c'est une chaîne que tu as construite depuis 8-10 ans, que tu as construit une communauté, une image, etc., tu as tellement plus à perdre que de prendre un chèque, aussi gros soit-il, que pour moi, il n'y a même pas de discussion, quoi. Mais voilà, l'anecdote était assez marrante. Il y en a qui n'ont pas honte, quoi. Ouais, c'est ça, ils ont peur de rien. Bah écoute, j'avais une petite liste de questions de fin justement, et elle faisait partie de la liste, donc c'est cool que tu aies pu la raconter. Là, voilà, c'est une liste vraiment de questions rapides et après on arrive à la fin de l'épisode. Franchement, c'était méga intéressant. On aurait pu faire une deuxième moitié juste sur YouTube Short qu'on n'a pas du tout évoqué. Alors heureusement, parce que c'est un truc qu'on connaît moins. Enfin, honnêtement, déjà, moi, c'est moins ma culture. Et on n'est pas bon en fait en YouTube Short. Il me semblait que vous faisiez moins de. Ouais. Enfin voilà, je pense que vous l'incluez, j'imagine, à la marge un peu. En fait, pour certains, ils veulent des petits extraits pour mettre sur d'autres réseaux, donc on le fait. Et puis là, je suis en train de bosser avec un gars qui écrit des scripts de short. Il a écrit d'ailleurs des scripts pour Ego.
Ego fait des shorts à une époque. Oui. Et je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas. Donc, comme d'habitude, on teste sur le coin des youtubeurs. Je vous dis, c'est un laboratoire géant, ma chaîne. On verra ce que ça donne, si ça marche bien, etc. On voit si on arrive à faire un process. Si le process est bon, que les formats sont bons et qu'on peut les répliquer, entre guillemets, on les proposera aux clients derrière. Mais en dehors de ça, les shorts, à mon avis, c'est que c'est ni plus ni moins que de la pub. Donc, ça peut être de la pub gratos, ça te fait de la visibilité, les gens connaissent ton nom, etc. Donc, ça peut être très bien si tu trouves le moyen de faire fonctionner ça. Globalement, un short qui marche, c'est au moins 100 000 vues, sinon ça sert à rien. J'avais fait le calcul d'ailleurs Sur une YouTube fois. Ouais, sur YouTube. J'ai jamais réussi à faire 100 000 sur YouTube. Même quand je fais 300 ou 200 000 sur TikTok, Ah oui YouTube, j'arrive pas. Ouais. Le même. Hein. Mais tu vois, j'avais fait le calcul en fait de toutes les statistiques d'un short par rapport à une vidéo longue. Et globalement, tu divises à peu près tout par 50. Tu vois, que ce soit le montant de la sponsor, que ce soit le watch time, que ce soit tu vois, l'impact que tu laisses sur les gens, etc. Donc, si tu fais pas 100 000 vues avec ton short, c'est pas très rentable en fait en réalité. Mais si tu arrives à le faire, c'est incroyable, c'est la publicité incroyable, ça te fait monter ta chaîne, enfin ton nombre d'abonnés, mais il n'y a pas de connexion avec l'algo des vidéos longues. Je connais très peu de créateurs, on en a un dans l'équipe, qui a réussi à connecter ses audiences short et longues, mais c'est vraiment rare, quoi. Intéressant, c'est tout un game aussi, donc peut-être, voilà, si tu pars là sur ces prochaines années sur une expertise short, on se fera un épisode 2 sur le sujet, avec grand plaisir. C'est quoi la vidéo dont tu es le plus fier ? Alors, à titre personnel ? Oui. Donc sur mes chaînes, c'est des vidéos que j'ai tournées avec mes enfants. En fait, pendant longtemps, sur ma chaîne photo, je faisais des sorties photos, un peu vlog et tout ça. Et donc, quasiment à chaque fois, j'ai invité d'autres créateurs, d'autres youtubeurs photos, etc. Et j'étais à une période où j'étais en train de monter Vidéobiz en même temps, je gérais cette chaîne, j'avais un boulot à temps plein en plus, à 100 bornes de chez moi dans le même temps. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais enfin, mec, en fait, tu prends tes week-ends pour aller partir avec d'autres gens, plutôt que de le faire avec tes gosses, quoi. Et tes enfants, ils grandissent, et voilà. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, mes sorties photos, je vais les faire avec mes enfants. Et donc, j'ai déjà fait 3 vidéos comme ça, 3 ou 4 vidéos. En gros, je leur fais découvrir les parcs nationaux français. Je leur fous un appareil photo dans les mains. Et puis, on se fait un week-end, on va aller camper, voilà. Trop bien. Et du coup, j'adore ces vidéos, parce que pour le coup, c'est des vidéos que je regarde encore, je les regarderai sur mon lit de mort, sûrement. Parce que c'est des putains de souvenirs, en fait, ça documente mes souvenirs. Et ça, c'est un truc qui est hyper important chez la plupart des créateurs, c'est d'avoir quelques vidéos comme ça où tu te dis, celle-là, elle est pour moi, tu vois, je m'en fous qu'elle fasse pas de vues. Et ça, c'est vraiment, c'est des vidéos auxquelles je tiens beaucoup. Trop bien. Et la vidéo dont tu es le plus fier dans le cadre de Vidéobiz, donc pour tes clients ? C'est une que j'aime bien raconter. C'est pas forcément celle qui a fait le plus de vues, mais elle est vraiment emblématique de ce qu'on apporte le plus, qui est la partie angle sur les vidéos. C'est une vidéo de Bienvenue au cabinet, où il m'avait dit, au début où on bossait ensemble, c'était au début d'année dernière, je crois. Il m'a dit, je vais faire une vidéo, mais elle va être très nichée, ça va être sur la mise à jour de la déclaration d'impôt 2024, donc ça fera 5000 vues, t'embête pas là-dessus, on va passer à la vidéo suivante. Je dis, peut-être un truc à faire quand même sur ce sujet-là. Je dis, en gros, c'est un sujet on est d'accord que ça concerne tous les Français qui font leur déclaration d'impôt. Il dit, ouais. Bon, il y a peut-être moyen de vulgariser un peu le truc. Et donc on a creusé, et en fait, l'idée, c'est toujours la même, c'est de se dire, ce sujet-là, ok, ça va être le cœur de ta vidéo, si tu vas en parler entre la 3e minute et la 12e minute de ta vidéo. Mais quelles sont les conséquences de ce truc-là ? Quelles sont les conséquences de cette mise à jour ? Qu'est-ce que ça change pour les gens, etc. Ou bien, quelle est la connexion avec une actu ? Et donc, à ce moment-là, tu avais Mbappé qui avait déclaré qu'il quittait le PSG. Alors, c'était pas encore officiel qu'il allait au Real. Je disais, mais attends, Mbappé, il a un salaire de malade. Du coup, il paye des taxes de fou, en fait. Il paye un impôt de fou. Donc, en vrai, quand il va partir, la France, elle va perdre plein de thunes. Parce qu'on va plus avoir l'impôt du salaire d'Mbappé. Du coup, on a pris cet angle de combien la France va perdre avec le départ d'Mbappé. Les Minias, en plus, Laurine a fait un travail de malade sur les Minias. Et du coup, la vidéo, alors, je sais pas à combien elle est, mais elle a dépassé 200 000, peut-être à 250 000 vues, un truc comme ça. Et donc, voilà comment on peut vulgariser un sujet aussi chiant que la déclaration d'impôt. Il parle d'impôt dans la vidéo, il parle un petit peu d'Mbappé au début, puis ensuite d'impôt. Et j'adore faire ça, c'est trop bien, parce qu'en fait, tu t'informes les gens, tu leur apportes des trucs qu'ils n'avaient pas demandé, mais en fait, c'est trop intéressant. Et juste en twistant un peu le début du sujet, quoi. Incroyable. Pareil, je l'avais pas regardé celle-là, mais je l'avais vu passer, il me semble. De toute façon, le coin du cabinet. Non, Bienvenue au cabinet. Bienvenue au cabinet. J'ai mélangé avec ta chaîne.
le gars est fou. Ouais, enfin bref, très bonne vidéo. Faut que je la regarde aussi pour une vidéo sur les impôts. Non, je sens la motivation moyen. Non, pardon, je réfléchis en même temps. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, 250 000 vues pour une vidéo qui parle d'impôts, c'est cool, stratosphérique, tu vois. Ouais. Pardon, ce que je voulais demander, ça avait rien à voir en fait. C'est pour ça, c'était par rapport à ta boîte et pour conclure du coup ce super épisode qu'on vient de faire ensemble. Moi, j'étais très content. J'espère que ça t'a plu en tout cas. Ouais, carrément, trop bien. En termes de chiffre d'affaires, d'objectifs, d'équipe même, etc. Enfin, t'en es où aujourd'hui? C'est quoi ta vision et tes objectifs? Ouais, alors ma boîte, elle existe depuis 2017, depuis le moment où j'ai lancé le coin des youtubeurs. Au début, j'étais tout seul pendant longtemps. Et en fait, tous les ans, elle fait x2 en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'énorme croissance. Ce qui m'arrange bien, parce qu'en fait, dès que tu as de la croissance, tu connais bien, mais tu as plein de problématiques nouvelles qui se posent. Donc voilà. Donc là, cette année, on est en route pour faire entre 500 et 600 K de chiffre d'affaires. On est 4 en interne et on a une douzaine de freelances avec qui on travaille, peut-être une quinzaine même maintenant. Certains qui sont quasi à temps plein, notamment les monteurs, et d'autres qui interviennent des fois presque ponctuellement, quoi. Donc on a une bonne petite team, on est tous à distance, on est tous chacun chez soi, donc on essaie de se retrouver de temps en temps, des petits séminaires d'équipe, des trucs comme ça à la montagne et tout. Donc voilà, ouais, on fait x2 à peu près chaque année. C'était quoi la suite de la question? J'ai pas. C'était savoir où t'en étais, donc tu viens de répondre, ouais. Et où est-ce que tu veux aller en fait? Tu veux l'emmener où cette boîte? Ouais. Bah en fait, on passe un petit à petit d'étapes. C'est-à-dire que je suis passé effectivement, tu m'as défini au début comme un YouTube stratégiste. Ce que je suis de moins en moins, en fait, je suis de plus en plus chef d'entreprise, de moins en moins YouTube stratégiste, même si je garde toujours quelques clients pour pas me rouiller, quoi. C'est important de rester dedans. Mais donc il y a eu toute cette phase l'an dernier où on a recruté beaucoup de personnes, recruté et formé beaucoup de personnes. Et là, cette année, on est dans la phase où on commence à rajouter un peu une strate supplémentaire, entre guillemets, c'est de faire en sorte que les stratégistes, les monteurs, etc., on les organise par pôle. On a un pôle miniature, un pôle montage, un pôle stratégiste, un pôle... c'est quoi le dernier script, évidemment, et que ces pôles puissent commencer à avoir un peu d'indépendance. C'est-à-dire que tu pourrais potentiellement demain rentrer chez VideoBiz en prenant juste un script, ou en prenant juste, alors le Minia c'est ce qui est le plus compliqué, je pense qu'on va pas le faire, ou juste un montage, etc. L'idée étant que tu vois un peu ce que ça fait que de bosser avec une boîte qui est super organisée, super structurée, etc., et que ça te donne envie d'aller plus loin. On n'a pas vocation à faire que ça, que du montage ou que du script et tout. Mode produit d'appel un peu, quoi. Ouais, voilà, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on est devenu un peu haut de gamme, et ça, on l'assume, hein, pas de problème, mais du coup, pour un certain nombre de créateurs, notamment ceux dont on parlait tout à l'heure, qui sont les créateurs qui sont à la limite de péter, mais qui n'ont pas encore les finances derrière, pour cela, on est trop cher. La plupart du temps, on peut juste faire de temps en temps des sessions d'angle, etc., mais après, ils doivent se démerder pour la suite. Et du coup, parfois, c'est frustrant parce qu'on les voit passer, ils viennent en rendez-vous avec nous, ils ont trop envie de bosser avec nous, bien ils prennent un mois ou deux, ils bossent avec nous, et après, ils disent c'était trop cool, mais j'ai pas les sous, quoi. Et ça, c'est méga frustrant, et donc on aimerait pouvoir leur donner un petit peu plus. Cette année, on a lancé un incubateur pour des créateurs comme ça. On a suivi 7, dont TPZ, hein, dans le coup, pour lesquels, du coup, on fait tout gratos pour eux pendant 6 mois, le temps de faire péter leur chaîne. Alors, je dis tout gratos. On fait les sessions d'angle, les petites miniatures, mais après, le but, c'est de faire péter leur stats, d'aller chercher de la sponsor. Donc, on fait ça avec une agence d'influence qui va chercher les sponsors en mode bien bourrin. C'est avec quelle agence, tu peux dire ou pas? Ouais, alors là, on le fait avec l'agence Waldo, qui est une petite agence qui est à Lyon, qui est celle qui représente mes chaînes YouTube. C'est un pote et je sais qu'il bosse bien, donc voilà, c'est sérieux. Et donc, l'idée, c'est avoir beaucoup plus de sponsors, mieux négocier, et du coup, avec cet argent-là, commencer à se dégager de la presta. Donc, soit on leur fait un montage, soit on leur fait un script, parce que c'est des créateurs qui n'ont pas le choix de commencer à s'entourer, et qui ont toujours tout fait tout seuls, et donc qui se crament en fait à tout produire eux-mêmes. Et donc quelque part on les force un peu à commencer à déléguer un truc ou deux. Et généralement après ils reviennent pas en arrière parce qu'ils sont contents. Donc nous on a intérêt pour les garder long terme, on va dire. Et eux ils en ont intérêt parce qu'ils passent cette fameuse marche difficile à passer de je passe du stade où je fais tout seul au stade où je commence à me professionnaliser, quoi. Alors qu'ils n'ont pas de budget, ce qui est souvent ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait c'est ça, tu as cette période de 6 mois, 1 an là, au moment où tu commences à faire ces vidéos qui vont péter le 1 million de TPZ, ce genre de truc, ça te fait passer dans une autre dimension. Mais les finances, elles suivent pas. Donc, tu vois, TPZ, quand on a commencé à bosser ensemble, la moitié de la semaine, il bossait, quoi. Il faisait un taf à côté. Donc, c'est vachement compliqué, en fait, de développer à 100% une chaîne. Du coup, vous engagez, là, si ça intéresse des personnes, justement, c'est quoi les critères pour rentrer dans cet incubateur? Et c'est quoi tes prix même sur l'agence au global? Enfin, si on veut travailler avec toi, c'est... Où est-ce que tu renvoies les gens en fonction d'où on en est? Alors pour l'incubateur, généralement, c'est des créateurs qui nous ont déjà contactés, où on a déjà soit bossé un tout petit peu avec eux, soit on a fait une visio et on est reparti frustré de ne pas pouvoir les aider. Donc en général, c'est plutôt... on fait ça dans l'ombre, tu vois, il n'y a pas de... Okay. On n'a pas mis de trucs, mais mes critères, globalement, c'est... ils doivent avoir de la viralité sur au moins une vidéo sur 3, une vidéo sur 4. Donc les fameux gros outliers qui font plus de 100 000 vues, voilà.
et où on voit que voilà, globalement, ils ont du contenu super quali qui intéresse les gens. C'est juste que c'est souvent un travail sur l'angle et les médias, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, encore une fois, au départ, qui permettront de faire péter la chaîne. Et c'était quoi la deuxième partie de ta question, excuse-moi? Tes prix sur l'agence, si on veut travailler avec toi. Ouais, bah aujourd'hui, en fait, justement, si on veut commencer à bosser sur la partie angle, titre miniat, etc., enfin notamment les angles, en fait, ces petites sessions qu'on fait tous les mois pour trouver les bons sujets, ça commence à 500 € par mois. Okay. Et après, pour les offres suivantes, on est plutôt à la vidéo. Donc là, aujourd'hui, c'est en gros entre... alors je vais dire entre 1000 et 5000, mais globalement entre 1000 et 2000 sur le type de vidéo qu'on fait, où tu peux avoir montage, script, etc., tout le reste avec. Et je dis 5000 parce qu'en fait, on a des demandes de très grosses boîtes. On a un client aux US, par exemple, on va pas parler, mais très 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 grosse boîte, pour lesquelles là-bas, il faut prendre un studio de tournage. On a un acteur qui tourne les vidéos pour eux. Il y a évidemment beaucoup plus d'allers-retours, beaucoup plus d'interviews avec des gens de la boîte, etc., pour bien peaufiner les scripts et tout ça. Donc c'est beaucoup plus de taf. Et donc du coup, forcément, on facture beaucoup plus les vidéos là-bas. Mais voilà, on est passé à un modèle où on facture à la vidéo. L'an dernier, on facturait une prestat d'accompagnement où tu avais un nombre d'heures de spécialistes avec toi. Sauf que ça, c'était cadré sur, en gros, 4 vidéos par mois. Et la plupart des boîtes, quand elles signaient, elles étaient en mode ouais, on va les faire les 4 vidéos sans problème. Et puis 3 mois après, elles disent bah merde, en fait, en moyenne, on a fait 1 ou 2 vidéos par mois. Du coup, on a l'impression de payer pour un truc qu'on n'a pas. Donc, on a switché sur un tarif à la vidéo. On est plus en mode prestataire, mais tu vois que ce côté, on va aller te chercher de la perf, quoi. Avec, du coup, alignement des intérêts aussi, puisque si ça marche, les personnes reviennent de toute façon. Et le gros avantage aussi, du coup, pour les boîtes, les startups, etc., c'est que souvent, enfin maintenant, on peut les prendre sur un mode viens tester ce format de vidéo chez nous, en plus des vidéos que tu fais déjà actuellement. Donc, tu n'as pas le risque de dire je dois killer tout mon process actuel pour rentrer dans une nouvelle strate. Ça peut être simplement, je continue à faire mes petites vidéos qui font 500, 600 vues, et je vais tester des vidéos, notamment par exemple des vidéos storytelling, comme tu disais, pour aller chercher les audiences plus larges et les rediriger vers les petites vidéos. Là, on a un client, par exemple, qui s'appelle Swappen. On fait ça avec eux. Ça marche très, 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 très bien. Ils ont beaucoup de vidéos qui font 100, 150 000 vues. Et c'est une boîte, c'est une start-up qui fait, encore une fois, des trucs de comptabilité, de facturation, tout ça. Et du coup, pour eux, c'est hyper rentable. Et voilà, ils continuent leurs petites vidéos très nichées. Et à côté de ça, on fait de la viralité pour faire monter leur chaîne. Merci beaucoup, Sylvain. On arrive à la fin. Je te pose la fameuse question que je pose à tous mes invités. Mais qui est-ce que tu verrais en fait à ta place sur ce siège qui t'intéresserait toi, on va dire, d'écouter? Alors je l'ai préparé. Je l'ai préparé évidemment, mais j'ai plusieurs réponses, donc ça dépend. Est-ce que tu préfères un créateur? Est-ce que tu préfères on voit tout ce que tu as. Moi, il y en a un que je trouve hyper passionnant et qui bosse dans l'ombre. Peut-être que tu le connais parce qu'il bossait chez Jelly Smack au moment où Jelly Smack a racheté Okamedia. C'est Goran. Goran von Busseler. Il est parti un peu après que j'ai rejoint. Ouais. Donc je sais pas si, mais il est ultra intéressant comme gars. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Goran? Donc lui, Goran, il a bossé chez Jelly Smack. Historiquement, il était présentateur d'ailleurs chez Frandroid, donc chaîne tech. Ensuite, il a bossé chez TF1, sur le côté gestion de catalogue de séries, d'émissions télé, comment on repurpose ça sur YouTube pour faire des vues. Enfin, c'est super intéressant. C'est un pan de YouTube qu'on connaît peu, en fait, le côté gros média qui republie, qui achète des assets et qui les publie, etc. Et aujourd'hui, il a monté sa boîte où il fait justement ça. Il t'en dira plus, mais sur des trucs dans d'autres pays aussi, d'ailleurs. Donc, en fait, il est sur des problématiques qui sont pas du tout les nôtres. Enfin, tu vois, que les créateurs imaginent même pas. Tu vois, j'ai fait tout. Je sais pas si tu l'as vu, j'ai fait un iceberg des hacks de youtubeurs tout récemment. Je sais ce que lui fait. C'est le truc que j'ai pas dit dans l'iceberg. D'accord, ok. Et sur la partie vraiment corpo plus inconnu du grand public corpo, et des créateurs. Voire truc sous-marin, quoi. Okay, truc vraiment sous-marin. Il se passe des trucs, voilà, que j'ai découvert. Moi, j'ai découvert ce côté-là l'an dernier. Tu sais, YouTube France organise des événements. Oui. Il y a le YouTube Festival chaque année, plutôt pour les créateurs et tout. Et à côté, il y a le YouTube Camp, qui est un truc pour les gros publishers. Donc, tu vois, le Parisien, tu vois, les gros médias qui vont publier 5, 6, 7 vidéos par jour, qui doivent gérer des catalogues de plusieurs milliers de vidéos. Ils ont des outils, ils ont des interfaces spécifiques sur YouTube que nous, on n'a pas. Ils ont des problématiques que nous, on n'a pas. Enfin, voilà. Et donc, c'était un événement spécialement pour ça, pour les gros publishers. Du coup, j'étais invité là-dedans. Et tu découvres un monde encore complètement différent, quoi. Et c'est hyper passionnant, quoi. Goran qu'on embrasse si donc, Goran. Et sinon, chez les créateurs, pour moi, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, mais Finari, pour moi, Mounir, si tu fais venir Mounir, tu auras des dingueries. Parce que je trouve qu'il est hyper pointu. Enfin, il est pile sur la bonne ligne, en fait, entre du contenu qui met en avant son entreprise, et du contenu éducatif, et en même temps du contenu qui performe sur la plateforme. Il teste des nouveaux formats. Et je trouve qu'ils ont un espèce de jusqu'au boutisme. Je sais pas à quel point c'est travaillé ou à quel point c'est intuitif, si tu veux. Mais
c'est costaud, quoi. C'est un charbonneur de fou, Mounir, ça se voit de l'extérieur. C'est impressionnant. Et sinon, sur la partie data, hard disk, évidemment. En fait, en gros, moi, la partie data, ce que je connais, c'est plutôt la data horizontale, c'est-à-dire analyser les mêmes stats sur 300 chaînes différentes. Tu vois, 300 chaînes, j'ai, je crois, 150, j'ai accès à 150 analytics à peu près. Là où hard disk, lui, il continue de grinder le plus profond possible sur ses propres chaînes. Donc en fait, on a une expertise data, on arrive sur les mêmes conclusions globalement, mais on n'a pas la même expérience. Donc ça peut être la même grille de lecture, quoi. Ouais. Très intéressant, hard disk, très fort aussi, effectivement, sur tous ces sujets-là. Merci, Sylvain. Ben non, merci à toi, c'était cool. C'était trop bien. Merci à vous, si vous êtes encore ici, de nous avoir regardé ou écouté. Voilà, si vous pouvez laisser un petit like ou une petite note qui fait plaisir sur Spotify ou Apple Podcast, ça aide énormément. Merci encore une fois pour votre soutien. N'hésitez pas à partager votre avis ou vos propres expériences, observations ou questions, même dans les commentaires. On pourrait y faire un tour si t'es chaud d'y répondre aussi potentiellement. Si on a parlé de sujets un peu deep ou pointus ou qu'on n'a pas assez développé, c'est possible aussi. On a essayé de faire rentrer le maximum dans une bonne heure et demie, une bonne heure et demie, peut-être presque 2 heures. Donc merci à tous et à très bientôt dans un prochain épisode de Solo Créa. Salut. Merci Sylvain. Petit rappel, vraiment tout petit, juste pour te dire que si tu es freelance et que tu cherches de nouveaux clients, ou si tu es créateur et que tu cherches le futur diamant de ton équipe, notre plateforme 100% gratuite WebTalent est disponible en description. Merci beaucoup et à très vite sur Solo Créa.